Et coucou à tous et petit disclaimer pour la vidéo qui va arriver par la suite. Je me suis rendu compte que trop tard, qu'en fait il y avait un décalage monstrueux au niveau du son et de l'image, en particulier de la caméra en bas à droite pour la vidéo qui va suivre. J'ai fait du montage pour essayer de corriger au maximum l'erreur. J'espère que pour vous ça paraîtra imperceptible. Moi je vais tout faire pour, mais je peux pas promettre que le décalage sera absent du début à la fin de la vidéo parce que j'ai pas encore commencé le montage et je sais pas ce que ça va donner. Mais voilà, au moins vous avez un petit avertissement au cas où j'arrive pas à faire quelque chose de parfait. Bon visionnage. Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Ketal et on est là aujourd'hui pour une ouverture de display, je l'avais promis. Nous ferons pour chaque chapitre une ouverture de display comme ça un peu en VOD afin de vous montrer un peu les différentes cartes présentes dans le chapitre 2 de manière générale, de faire une légère analyse car on va pas juste ouvrir des displays pour ouvrir des cartes, c'est pas le but ici. On va un peu parler des cartes, dire si elles sont fortes, pas fortes, etc. Et peut-être s'extasier sur quelques cartes rares parce que quand même ça fait plaisir de temps en temps. Donc on a ici un joli display du chapitre 2 de l'Arcana que j'ai récupéré aujourd'hui même, alors avec des magnifiques reflets de la lampe, mais c'est normal. Vous voyez qu'en bas tout est bien scellé, tout est bien nickel, on a même les petits bouts de scotch partout. Pour le coup, quand même, bonne idée de la part de Ravensburger qui a dû leur prendre pas mal de temps, j'imagine, à des gens qui ont dû mettre tous les bouts de scotch sur toutes les boîtes. Je sais pas si c'était fait en usine ou si c'était fait après. Mais en tout cas, bonne idée car ça empêche qu'on puisse sortir les boosters pour les remplacer par d'autres avec des gens qui pèsent les boosters, etc. etc. Je sais pas si jamais c'est vraiment fiable comme méthode. J'ai vu des vidéos, mais bon, c'est jamais. Car des fois, certaines cartes ont trop de peinture sur elles et je pense que ça peut complètement foirer le dosage des boosters. On va donc ouvrir cette magnifique boîte avec donc un magnifique ciseau, ciseau fait maison, pas du tout. On va faire ça tranquille et évidemment vous remarquez que pendant que j'ai mes mains de libre, j'ai mon assistante Lilith qui va s'occuper de pouvoir ouvrir les différents boosters. Tout simplement parce que Lilith a une chance indécente en ouvrant les boosters. Après quelques essais lors des derniers tournois où j'ai gagné des boosters sur 2 boosters quand elle ouvre 2 légendaires dont une foil, c'est donc officiellement mon ouvreuse de boosters officielle. Voilà. On va ouvrir, on a bien 24 boosters à l'intérieur, alors évidemment ça va peut-être bouger un peu les boosters, mais voilà, on a de jolies choses sur le côté. On va mettre ces boosters de côté et on va commencer l'ouverture. Donc je rappelle, le principe ça va être au moins de parler un peu de chaque carte. Si jamais on l'a déjà vu, on revient pas dessus. Mais si jamais on l'a pas encore vu, on en parle rapidement et on dit rapidement si c'est une bonne carte ou pas. Et si jamais il y a un intérêt à l'avenir pour cette carte ou pas compétitivement. On va voir ça, de toute façon on a un paquet de boosters à ouvrir, vous connaissez un peu le principe. Alors on va faire un joli tas. On peut même sortir le tas du tapis en vrai, vu qu'on va avoir besoin de place pour les différentes rares communes et tout. Ce serait peut-être plus simple comme ça. Comme ça, on a un tapis tout entier à disposition. Et on est parti pour le premier booster. Ah là là, quelle émotion d'ouvrir des boosters. J'adore tellement ouvrir des boosters. Non. Jamais. Oh non, 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 non. Non, on le coupera pas au montage, c'est mort. Mais non, n'ouvrez pas vos boosters avec des ciseaux, vous risquez de faire une énorme bêtise. Il faut faire attention par contre. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans ce booster? Commençons par les communes. Si je mets les cartes sur toujours le bon ordre, on peut monter un peu plus les cartes par rapport à la caméra. Parfait. Donc on a Mulan en commune, 2-3, soutien, why not, enfin je crois que c'est soutien, je suis même plus sûr. Je connais pas les cartes du chapitre 2 parfaitement par cœur, donc s'il y a des moments où j'ai des approximations, c'est normal. Zip qui va remplacer les archimèdes dans les decks si vous préférez la belle et la bête, aucun autre intérêt sinon à part ça. La fameuse autre Mulan, et on aimerait qu'elle soit 4-4 cette Mulan, parce que 4-3 pour 4, on en a déjà parlé, mais c'est pas ouf malheureusement. À côté de ça, nous avons Arthur. Alors j'adore le design de cette carte. Je la trouve vraiment trop belle. Pour 4, 4-3, 2 de l'or, on voudrait 4-4, 2 de l'or, donc je pense pas que ce sera joué. Mais franchement, cette illustration est magnifique. Arthur Finlam, vraiment cool. Nous avons Basile. Alors vous connaissez mon amour pour Basile et malheureusement ces cartes ne font pas honneur. Basile 2-2 soutien, le problème c'est que Philoctète 3-1 soutien sera très souvent plus utile dans les decks et bien qu'il puisse être la version de base sur la 4 mètres, le Basile qui est Alter, qui est Floodborn, donc bah non c'est pas si ouf tristement. Ensuite, dernière commune, nous avons Jafar. Ça, par contre, c'est une excellente carte. Pour 2, 3, 2, déjà, ce sont des très bonnes stats, mais en plus, il peut frapper les insaisissables, il peut les défier. Ce qui fait que, bah, en fait, ça va être très joué, je pense, dans les decks acier. D'autant plus qu'il a un alter incroyable qui arrive au tour 3, donc le combo est parfait. Nous avons en non-commune la fée bleue, je sais plus du tout ce qu'elle fait, l'insaisissable. J'ai mon petit téléphone, on va essayer de pas trop s'en servir, mais comme ça, au moins, en cas de besoin, je peux vous donner les infos.
La fée bleue, la fée bleue, la fée bleue. Bah... Ah, mais c'est une Unco. Bah oui, j'ai pas regardé les Unco, évidemment. Bah, je sais plus ce qu'elle fait, mais vu que je m'en souviens plus, je pense que c'est pas ouf. Donc, on verra ça plus tard. Mais 1-1, ouais, pour 2 insaisissables, bof. L'épée dans l'enclume, de mémoire, donc, c'est de pouvoir donner un boost d'attaque équivalent au nombre de dégâts sur un personnage. Bien que ça coûte que 1, le fait que ce soit non ancrable et que l'effet soit pas si intéressant que ça, car les personnages qui ont beaucoup de points de vie ont souvent, surtout en rouge, beaucoup d'attaque. Et du coup, bah, si c'est pour taper à 12 à la place de 9, bah, ça sert pas à grand chose, quoi. Donc, pas foufou. Toujours en non-co, nous avons Pacha, qui pour 6 est une 4-8 de l'or. C'est beaucoup mieux, je trouve, qu'une 6-6 de l'or pour 6. Du coup, Pacha peut-être jouer un jour. Je trouve ses stats vraiment très très bonnes personnellement. Après, ça reste une vanilla, donc à voir si ça rentre dans les decks ou pas. On va commencer les cartes rares. Avec la pierre de dragon, dont je me souviens plus l'effet, donc je vais demander de rapprocher un peu la carte de la caméra. On reprend en main un personnage... Ah oui, un personnage non... un personnage avec soutien de sa défausse. En fait, il y a des trucs très drôles à faire avec cette pierre de dragon. Pierre de dragon, pardon. Tout simplement, de raccuner des personnages de la défausse de base, c'est fort parce que c'est de la pioche sélective, donc c'est un moyen de piocher, entre guillemets, sauf que vous choisissez le personnage. Ça, vous ne pouvez pas avoir de cartes qui ne sont pas dans votre défausse, mais si votre défausse est assez remplie, ça devient très intéressant. Et à côté de ça, ce qu'il faut retenir, c'est que Maximus, qui coûte 5, est à la fois soutien et rempart. Du coup, si vous avez 8, vous avez le moyen, à chaque tour, de poser un Maximus en rempart. Si j'ai mis report en défausse parce qu'il a été géré, bah vous le rejouez le tour d'après. Donc ça fait des petites boucles comme ça assez sympathiques de cartes qui reviennent à l'infini, c'est très fort. Ah, Ratigan, héros de la série Basile. Ratigan que j'aime plutôt pas mal. Ratigan qui va être donc aussi une rare, donc double rare dans ce booster. Ratigan, vous pouvez choisir un personnage qui a 3 d'attaque ou moins chez l'adversaire, l'incliner, et par la suite redresser un de vos personnages qui ne peut pas partir à l'aventure jusqu'à la fin de la partie. Tout ce texte est tout simplement mis en place pour déjà redresser vos personnages à vous et refaire des trucs cool avec, que ce soit attaquer ou par exemple les renvoyer chanter, les renvoyer faire des actions, ils ont besoin de s'incliner, des choses comme ça. Mais en plus de ça, Ratigan, l'autre intérêt, bah, vu que vous redressez un personnage adverse, si vous avez besoin de taper dessus, vous redressez votre personnage, vous allez taper dessus, ça peut faire des tours très très forts quand même. À côté de ça, il n'a pas des stats de ouf, mais il a de l'or, son gros défaut étant évidemment d'être non ancrable. Et on a une petite Cendrillon comme une foil. Cendrillon qui sera joué uniquement pour l'alter, car sa capacité, bien qu'équivalente à celle du Simba 1, bah en fait, pour 1 de plus, avoir juste plus 1 d'attaque, c'est pas ouf, donc autant jouer le Simba 1 la plupart du temps. Voilà pour le premier booster, on est parti pour le suivant, qu'on va ouvrir avec délicatesse, pour pas mettre les cartes partout. Ah, imaginons qu'il y ait une enchantée dans ces cartes, ça pourrait être catastrophique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau comme commune ce coup-ci? Nous avons encore la Mulan, dont je ne me souviens plus le texte, donc tant pis. Si c'est soutien, comme je me souviens, bah, c'est un peu mieux que Basile potentiellement, mais ouais, c'est quand même pas foufou. La légende de l'épée dans l'enclume. Je me souviens plus du tout de ce que ça fait. Je sais que c'est une chanson. Choisir un personnage et il gagne offensif. Ah oui, c'est ça. Et d'ailleurs, bah, c'est tout. Donc en fait, c'est un boost d'attaque. Que pour votre tour, pas pour le tour entier, ça change pas grand chose par rapport à d'autres cartes, mais mine de rien, c'est pas assez bon pour tourner un deck. Juste donner plus 3 d'attaque, de mémoire offensive 3, c'est pas assez fort, je trouve, pour avoir un vrai impact. Nous avons Raya. Raya, elle a vraiment pas des versions folles, et celle-là, le problème, c'est qu'elle se redresse quand vous bannissez un personnage dans un défi où elle participe. Le problème, c'est qu'en fait, avec seulement 2-3 de stats, bah, elle va se redresser pour faire quoi? Elle aura sûrement plus qu'un point de vie, seulement 2 d'attaque. Il n'y a pas grand chose à faire avec. Ce genre de capacité est bien meilleur avec des personnages qui ont des gros blocs de stats, donc pas fou. Nous avons Ray, et Ray par contre lui, il pourrait être joué parce que mine de rien, 3 de l'or, insaisissable, 3 de vie, c'est très très fort de base pour seulement 5. Il pourrait peut-être remplacer des chapeliers fous dans certains decks, même si chapelier fou c'est quand même fort, insaisissable, c'est vraiment efficace, et si l'adversaire au bout d'un moment manque un peu de dégâts directs, bah avoir trop d'insaisissable pour pas mal de decks, c'est une plaie, et ils peuvent pas trop le gérer. Nous avons la glace à l'eau, donc c'est le Popsicle, donc c'est les espèces de glace qu'ils font dans Zootopie avec Nick. Donc quand vous la jouez, vous pionchez une carte et vous pouvez la défausser pour soigner de 2. C'est un excellent outil tout simplement de, de cyclage de deck. Parce que pour 1, vous la jouez, vous allez forcément piocher une carte en la jouant, et derrière vous allez pouvoir la sacrifier pour faire... 2 de soins, sachant que Nick peut les récupérer en fait en partant de l'aventure ou qu'il y a des moyens de récupérer les objets en bleu, ça peut être de très bons outils de cyclage et de récursivité. Donc intéressant en vrai.
Typiquement le genre d'objet qu'on a envie de bannir sur certains effets. Nous avons Donald pour 5, 6, 5, 1 de l'or. Ce sont des stats ok, c'est un peu l'inverse de Cerber qui est 5, 6 pour le même prix. Maintenant, c'est une vanilla. Cerber était joué parce que mine de rien, 6 de vie c'était intéressant. Maintenant, Donald, 6 d'attaque. Ça peut permettre de gérer facilement les maléfiques qui coûtent 5. Donc les gérer rapidement et efficacement vu qu'elles ont trop d'attaque derrière. Mais à part ça, pas fou, je dois avouer. Je suis pas ultra fan de la carte. Plutôt un do middle. C'est pas un do nice, c'est pas un do nul, c'est un do middle. Enfin, je trouve une autre fin de mot pour Donald. Oh, alors ça fait plaisir. Alors, sûrement une de mes cartes favorites du chapitre 2, Robin des Bois. Trop bien, j'adore cette carte. Seul défaut, c'est qu'elle est non ancrable, mais heureusement. 1-3 seulement comme statistique, sauf qu'il peut s'incliner pour mettre un dégât. Donc en fait, c'est comme s'il était 2-3, entre guillemets. Parce que si vous tapez. Si vous inclinez pour mettre un dégât à un personnage adverse et qu'il vient ensuite vous attaquer, c'est comme si vous aviez fait 2 dégâts. Sauf qu'il va permettre de mettre le dégât manquant sur plein de personnages, à la fois sur des insaisissables par exemple, mais aussi sur des personnages qui ont des effets quand ils sont bannis lors d'un défi. Comme ça, vous pouvez les gérer autrement. J'adore cette carte. Le chat de Cheshire. Pour 2-3-2, là encore une fois, on voit que certaines couleurs ont les faveurs des... comment dire les faveurs des créateurs du jeu par rapport à d'autres, parce qu'on a vu tout à l'heure le Jafar acier qui avait les mêmes stats, le même lore, le même coup, mais en plus il pouvait attaquer les insaisissables, donc là c'est un peu triste que le Cheshire puisse pas le faire. Donc toujours intéressant d'avoir des personnages à 3 d'attaque aussitôt dans le jeu. Maintenant dans l'avenir, je suis pas sûr qu'il va être très joué. Il remplit pas de rôle spécifique en vert. Les 4 douzaines 2, cartes trompeuses, car il y a 13 E sur l'image, qui permettent de donner résistance 2 à tout ces personnages, mais en plus, ça le fait jusqu'à la fin jusqu'au début de son prochain tour. Ce qui est incroyable avec cette carte, c'est que non seulement vous allez avoir résistance 2 durant tout votre tour à vous, donc vous pouvez attaquer en prenant beaucoup moins de dégâts les personnages adverses, mais vous avez toujours la résistance 2 pour le tour suivant. Du coup, ça fait vraiment des tours très efficaces, c'est une chanson, c'est ancrable, il y a des grandes chances que ça soit joué. Excellent contre, évidemment, à tuons la bête. Nous avons Dingo, le Dingo abusé. Dingo pour 9, 10-10. C'est le seul personnage qui a des doubles chiffres, qui a des nombres en fait, dans ses stats. 4 de l'or. Je le vois bien jouer en rampe bleu-vert, parce que vu qu'avec Belle, on cherche déjà à monter à 10 de l'or, jouer un Dingo qui est 10-10, 4 de l'or, c'est incroyable. 10 de vie, c'est tellement dur à abattre, c'est tellement dur à bannir, qu'il va faire souvent beaucoup d'effets. Le défaut, bien sûr, c'est si l'adversaire va arriver et joue un feu de dragon et tout comme ça, ça le bannit quand même. Mais en attendant, la carte est vraiment très forte. Ça remplacera Maui dans les decks en question, je pense. Oh, et ça me fait plaisir pour mes decks défauts. Je commence déjà à avoir des bonnes cartes. Le Prince Jean pour 3, 1-2 hors d'atteinte. Donc, encore une fois, lui, il va pas trop aller faire quelque chose, parce que sinon, il va se faire sûrement fracasser la tronche. En attendant, il reste tranquille de son côté et c'est difficile de lui mettre les dégâts nécessaires pour pouvoir l'abattre. Sa capacité est très intéressante pour les decks défausse, car à chaque fois que l'adversaire défausse au moins une carte, vous en piochez autant. S'il défausse 3 cartes, vous piochez 3. Si la main il avait 7 cartes en main lors d'un rêve bleu, vous piochez 14 cartes. Voilà, vous avez la réponse à la question. Mais le Prince Jean est vraiment très très bon dans les decks défausse, il va très très jouer, j'ai très hâte de le jouer moi-même pour pas vous mentir. Et nous avons ensuite Petite Commune, Fonce. Une carte qui permet de donner offensif et résistance à un personnage. Ça peut permettre de mieux gérer un défi. Maintenant, je suis encore une fois pas très fan de donner offensif seulement, parce que ça veut dire que pendant le tour adverse, ça donne pas grand chose de plus. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa, mais c'est pas si fou que ça de mon point de vue. Encore une fois, une carte à 1, faut qu'elle pioche pour qu'elle soit vraiment utile, ou qu'elle ait un effet de fou. Là, l'effet n'est pas suffisant. On peut passer au prochain booster. Numéro 3, si je me trompe pas. Il y a sûrement un moment où on perdra le compte, vous inquiétez pas. Des petits problèmes d'ouverture de booster. On peut déchirer le booster, normalement. Si tu prends les deux coins, ça se déchire. Non, les deux, voilà. Parfait. Ouverture experte de booster. Toujours pas de super rare pour l'instant, mais bon, ça viendra. Mulan, on en a déjà parlé, donc on va la mettre là-bas. Zip, on en a déjà parlé, donc on va la mettre en commune. Voilà, vous voyez, au bout d'un moment, les communes, on les passe parce qu'on les a déjà vues, donc c'est pas la peine d'en parler. La Mulan aussi, Arthur aussi, décidément, on dirait le même booster qu'on a eu tout à l'heure. Et Basile aussi, donc vraiment, on a une copie conforme du premier booster. Ah, là, ça change un peu quand même. Hercule, 2-3 pour 2. Alors, seul intérêt potentiel, c'est que je crois qu'il y a un alter qui est présent dans le chapitre 2. On en parlera peut-être si on le voit. En attendant, ce sont les stats de Donald. Et vous savez ce que je pense de Donald, donc à la poubelle. Ensuite, on a... alors...
De 0 à 1 héros. Cette carte est intéressante à analyser. Pour jouer de 0 à 1 héros, il faut avoir un board. Donc c'est une carte qui vous donne un avantage quand vous avez déjà un board présent. Pour avoir un board, encore une fois, dans l'Arcana, c'est pas le bon jeu pour ça, parce que c'est pas très simple. C'est donc une carte qui va vous donner un avantage si vous êtes déjà bien dans la partie, avec votre board présent. Il y a des choses à faire potentiellement avec, pour pouvoir jouer des personnages tôt. Mais de bon point de vue, on joue déjà pas Just in Time pour essayer de jouer des personnages chers rapidement. De 0 à 1 héros, franchement, je vois pas non plus trop l'intérêt, à part peut-être, et c'est bien le seul endroit où je le vois être joué, peut-être dans un deck Blanche-Neige et les 7 nains, avec de l'acier pour jouer ce rêve bleu. On floute le board et on joue des gros personnages derrière qui coûtent cher. Là, peut-être qu'il y a un avenir, sinon je suis pas fan. Le fameux Nick Wilde. Nick Wilde qui, quand on le joue ou quand on part à l'aventure, j'ai un doute, on récupère une glace à l'eau de notre défausse, donc on peut derrière repiocher, refaire des trucs, etc. Donc en deck bleu objet avec les glaces à l'eau, ça peut être très cool parce que évidemment les decks bleus ont besoin, enfin les doubles objets joueront glace à l'eau pour avoir un objet 1-1 très efficace à jouer. Nous avons Je m'envole. Alors cette carte, tu t'envoles, pardon. Tu t'envoles, cette carte, elle est vraiment très intéressante. Il y a un jour, cette carte va faire des trucs craqués, c'est sûr. Parce que donner insaisissable à son personnage jusqu'au début de son prochain tour, ce qui veut dire que votre propre personnage n'est pas attaquable par l'adversaire. Encore une fois, faire ce genre de carte-là avec cette bonne vieille, vous me connaissez, Mergotel. Bah, mine de rien, Mergotel incliné qui est insaisissable. Bah, l'adversaire ne peut pas partir à l'aventure s'il la gère pas. Sauf qu'elle est insaisissable. Donc en fait, elle est très dure à gérer au final. J'aime beaucoup ce genre d'idée, ce genre de personnage qui peut faire des choses de fou. Ou par exemple, Tiana en acier qui empêche l'adversaire de jouer des cartes actions de sa main. Si elle est inclinée, sauf qu'on n'a plus de cartes en main, bah, si vous jouez votre dernière carte, tu t'envoles et qu'elle est insaisissable pendant le tour adverse, elle est super compliquée à gérer quoi. Parce qu'il n'y a ni de carte action ni d'attaque, donc bonne chance. Donc j'aime beaucoup ce genre d'idée. Nous avons Tuk Tuk. Ensuite, Tuk Tuk. Eh bien, pour 4, 4, 5 combattants, c'est pas des mauvais stats pour faire du combat. Le problème, c'est qu'il a combattant, pas de l'or. Et surtout qu'il est non ancrable. Il aurait été ancrable, j'aurais peut-être dit, ah, peut-être dans certains decks et tout. Mais là, tel quel, non, pas assez rentable. Même des decks qui joueraient des solutions pour que vos combattants derrière aient des bonnes stats, bah là, non. Et la bête de 8. Alors, la bête de 8, il y a des choses à faire avec. La bête de 8, donc, qui est une super rare quand même. Lorsqu'un personnage prend des dégâts, c'est lui qui les prend à la place. C'est un peu comme un super rempart, parce qu'il a même pas besoin d'être incliné, il peut rester debout. Et autre petit fait marquant, si l'adversaire joue par exemple un tuon à la bête, et que vous avez 18 personnages en jeu, eh bien c'est cette bête-là qui prendra tous les dégâts, et aucun de vos autres personnages. C'est une très bonne solution donc contre les moyens de mettre des dégâts sur tout le board d'un coup. C'est aussi une sorte de super rempart, car elle n'est pas attaquable directement, mais en attendant, c'est lui qui prend tous les dégâts. Donc en fait, il est très dur à gérer. Ça vaut aux autres personnages très dur à gérer aussi. Et en carte folle, nous avons Boîte de Sardines. On peut la montrer un peu plus près parce que je ne me souviens plus exactement. Mais je crois me souvenir, voilà, vos personnages... les personnages gna 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 gagnent hors d'atteinte. Je me souviens plus du tout ce que c'est le gna gna gna. Ah oui, vos personnages épuisés. Merci beaucoup. Vos personnages épuisés gagnent hors d'atteinte. Et donc en effet, vos personnages qui gagnent hors d'atteinte, ça veut dire qu'on ne peut pas les gérer avec des... capacité de manière générale. C'est pas inintéressant, on aurait préféré qu'il donne insaisissable, mais ça aurait été super craqué dans le jeu, donc heureusement ça n'existe pas. Après, ça reste un objet, mais dans les decks objets, on préfère jouer des objets pas chers, donc là, c'est un peu compliqué quand même. Une super rare pour le 4ème booster, ça avance. En espérant qu'on ait quand même des légendaires à un moment. Après, pour pas vous mentir, on a un deuxième display à ouvrir. On l'ouvrira hors VOD, de notre côté, bien tranquillou. Tout doucement. Parfait. Ah, on a des cartes intéressantes. Bon, déjà la réponse. La réponse. Pour 2, 1, 4, déjà c'est pas des mauvais stats, mais en plus elle peut soigner dedans un autre personnage en s'inclinant. Pour les decks bleu-jaune qui vont jouer beaucoup sur le soin, ça va être très intéressant. Avec quelques remparts ou quelques personnages avec beaucoup de points de vie, ça peut faire des choses très sympas. Et en plus, il y a un alter derrière qui défonce 0, donc, enfin qui déconne 0, donc vraiment très bonne carte. Un nouveau Docteur Facilier, je m'en souviens même plus. Pour 4, 4-2, insaisissable. Alors le problème c'est qu'insaisissable, bah, en fait avoir beaucoup d'attaques c'est pas très utile. Bon, ça peut être un personnage qui va gérer des insaisissables, mais pour 4, on aurait préféré qu'il soit 2-4, 1 de l'or, voire même qu'il ait moins de stats et 2 de l'or, donc là tel quel, pas très fan du tout même. Nous avons ensuite, Fidget. Fidget un peu la même chose, c'est-à-dire que pour 3, 3-2 insaisissable, en fait... Pourquoi s'embêter à jouer Fidget?
alors qu'on peut très bien jouer des personnages comme Cruella, ou Jafar, c'est-à-dire pour des 3-2 qui sont insaisissables, parce qu'en fait, avoir beaucoup d'attaques en étant insaisissable, ça veut dire qu'on veut chasser les insaisissables, et à ce compte-là, ça sert à rien de l'avoir pendant le tour adverse, ça sert de l'avoir que pendant son tour. Donc on aurait pu gagner des stats autre part sur Fidget, là tel quel, c'est pas fou. Ah, Panique. Panique qui donne un boost d'attaque à un autre personnage, et si jamais c'est un personnage qui s'appelle Pen, il gagne plus 4. D'ailleurs, il a 2 de l'or. 2-3 2 de l'or avec une capa, c'est toujours intéressant. La capa est pas dégueu en plus potentiellement, mais il est non ancrable, ça c'est un vrai problème. On verra à peine si jamais on tombe dessus dans les boosters, mais là tel quel, Panique, en dehors du combo avec Pen qui est trop rare pour être vraiment joué, je suis pas très fan. Hmm. Nous avons James. James qui est une 3-3 2 de l'or, et je sais plus tout ce qu'il fait, donc je veux bien qu'on le monte un petit peu. Lorsque le personnage est banni, vous pouvez placer cette carte dans votre réserve de d'encre, face cachée et épuisée. Grosso modo, c'est une grand-mère Tala. C'est une grand-mère Tala avec plus de l'or. Donc déjà l'adversaire il est vachement plus encouragé à aller la gérer, avec aussi plus de statistiques, donc c'est plus embêtant d'aller le gérer. Il est non ancrable, heureusement. Grand-mère Tala ne l'est pas, mais parce qu'en fait, bah 1 de l'or, bon, il y a des moments où on a envie juste de l'ancrer. Lui quand même, il n'est pas dégueu. Donc c'est normal qu'il soit pas ancrable, surtout pour une carte de rampe, je trouve. Donc James, pourquoi pas dans des decks ramp. Après, tour 4, ça fait arriver le ramp un peu tard peut-être. Alors pour des turbo rampes qui veulent monter très haut avec Belle et tout, peut-être ce sera joué, je pense. Même sûrement en fait, parce que 2 de l'or et 3 de stats, c'est pas mauvais, mais à voir. Perdu dans l'hiver, cette carte-là est très bien. Cette carte-là va remplacer Allumer les mèches dans tous les decks. Cette carte-là va être jouée dans beaucoup de decks aciers. Non ancrable, heureusement. Chanson qui permet de mettre 2 dégâts puis de piocher une carte. C'est très très efficace. Tour 3, on a souvent l'utilité de faire juste 2 dégâts, et vu que ça repioche derrière, bah en fait ça se rentabilise. Et c'est pour ça que c'est bien meilleur que Allumer les mèches, c'est parce que ça repioche, donc la carte, vous la remplacez par une autre, vous perdez un peu de tempo, entre guillemets, mais vous faites quand même des choses, et en plus c'est chantable par un personnage à 3, ou par un personnage qui a Méloman 3, donc vraiment pas mal pour le coup. Nous avons ensuite en Nunco, nous avons Tiana. Tiana pour 5-5-3, 3 de l'or. Bah encore une fois, le problème c'est que quand on a beaucoup de l'or, on a envie de rester en vie et pas envie de taper fort. Parce que là, le premier personnage qui coûte 2 4 d'attaque, il peut gérer Tiana, et il sera banni aussi, hein, mais bon. Pourquoi envoyer des personnages qui ont plus de 3 d'attaque contre Tiana? Enfin voilà, c'est un peu le problème des personnages qui ont beaucoup d'attaque et peu de points de vie, c'est qu'ils sont bons pour attaquer, pas bons pour grand chose d'autre. Là, les 3 de l'or sont mal utilisés du coup. Nous avons Merlin Chèvre, une des meilleures cartes de ce set. Si vous avez Merlin Chèvre, gardez-les précieusement, ils sont très forts. Merlin Chèvre, c'est l'assurance normalement de faire 3 de l'or, parce qu'il va rentrer en jeu, faire un de l'or, partir aventure au moins une fois en temps normal, faire un autre de l'or, et encore sortir du jeu en étant banni, en remontant en main, n'importe quoi, et faire un 3e de l'or. Donc déjà c'est très fort. D'ailleurs il a des statistiques pas dégueu, vu tout l'or qu'il fait derrière, pour 4-4-3 avec 3 de l'or. Normalement pour 4 qu'on a 3 de l'or, on n'est pas 4-3 dans l'idée. Mais en plus, voilà, si vous commencez à faire des choses qui le remontent en main, vous le rejouez, etc., il fait énormément de l'or avec des Arthur, avec des rebondir. Le vert violet existe parce qu'il y a Merlin. Le vert violet, rebond, évidemment. Prochaine carte Unco, un des 7 nains. Nous avons Prof, le premier qu'on voit d'ailleurs des 7 nains. 2-3-2 de l'or. En fait, Prof, ce qui est ouf, c'est que il est évidemment en x4 dans les decks 7 nains, mais c'est aussi une carte qui peut rentrer dans n'importe quel deck ambre et qui peut devenir ce qu'on appelle un staple, c'est-à-dire une carte qu'on rentre quel que soit le deck. Parce que quand il part à l'aventure et qu'il fait ses 2 de l'or, on réduit le 1, le prochain personnage qu'on joue, et alors qu'un chat miaule en dessous de moi, donc désolé pour le petit dérangement, voilà, quelques gratouilles, ça ira mieux. Mais donc Prof il déconne 0, parce qu'en fait Prof quand vous le jouez au tour 3, bah au tour 4 vous l'envoyez à l'aventure, vous réduisez un de prochain personnage, vous pouvez jouer un personnage qui coûte 5, sans avoir fait de rampe. Donc c'est très fort, si vous en avez plusieurs, ça se cumule évidemment, ça devient la folie. Prof, excellente carte pour le coup. Ah, nous avons Kronk en carte rare. Kronk, certains gens pensent que ça va être le remplaçant de Clochette. Je ne pense pas qu'il y aura de remplaçant à Clochette, je m'expliquerai dans une vidéo pourquoi. Mais je pense que Clochette restera joué et que les personnages qui peuvent faire la même chose ne seront pas joués parce que Clochette fait 2 en 1 et altère. Kronk, pour 6, c'est une 4-5 qui a résistance 1, donc virtuellement une 4-6, voire plus, s'il se fait taper plusieurs fois, à chaque fois ça enlève un dégât, donc c'est comme s'il avait plus de points de vie au final. Et lorsque Kronk bannit un personnage dans un défi, il met 2 dégâts à un autre personnage en jeu, tout comme Clochette, il a 2 de l'or, tout comme Clochette. La différence en fait, c'est qu'il n'a pas alter comme défaut, il n'a pas la capacité de mettre un dégât à tout le monde, comme défaut aussi, mais il a 2 points de vie de plus au minimum.
je suis pas sûr que ce soit suffisant parce que par exemple, Kronk se fait toujours. Enfin, non, il a un point du plus minimum. Kronk se fait toujours gérer par des personnages comme Maui. Donc en fait, bah. Non, vraiment, ça pour moi, ça rentre pas dans le deck. Clochette restera plus joué. Oh, et Cendrillon, c'est pas une super rare au moins, Cendrillon? C'est une super rare en effet. Cendrillon, alors j'aime beaucoup le perso, mais j'ai du mal à trouver un deck où il sera joué. Cendrillon pour 7, elle a un alter, elle est 5-5, elle a 3 de l'or, elle a résistance 2, donc en fait c'est comme s'il était 5-7. J'avais dit 5-5 avant, peut-être je sais plus. Bref, c'est comme s'il était 5-7, voire plus, parce que mine de rien, mettre 7 dégâts en un coup, ça se fait pas facilement. Et l'avantage de Cendrillon, donc, c'est que si vous jouez une chanson, elle peut attaquer les personnages qui sont encore debout. Ça, c'est une capacité très très intéressante. Maintenant, il faut avoir assez de chansons pour la faire au moment où on en a besoin. Dans un deck acier ambre, peut-être qu'elle sera jouée, mais mine de rien, les places commencent à être chères dans ce genre de deck-là. Monter à 7 d'encre, c'est pas non plus quelque chose de si facile à faire. Et l'alter, pour moi, est pas assez intéressant parce que bien qu'il y ait une Cendrillon moins chère, bah la Cendrillon est vraiment pas bonne, quoi. Donc, je suis pas sûr qu'on va trouver la place pour jouer cette Cendrillon dans les decks. Oh, et on a un Sherkan. Sherkan qui est une rare, donc on a une rare foil. Sherkan, 3-3, carte ultra forte en rouge parce qu'elle vous permet de gagner 1 de l'or à chaque fois que vous faites un défi. Donc les personnages qui font plusieurs défis, ça fonctionne. Et de manière générale, c'est tout simplement un personnage qui va vous faire gagner du lore tout au long de la partie. Et donc vous pouvez faire un deck entièrement basé sur le fait de attaquer les personnages adverses, potentiellement les incliner avant. Et derrière, de les attaquer, de faire du lore. Et du coup, l'adversaire, il voit jamais le jour et vous montez en lore tranquillement. J'aime beaucoup l'idée de cette carte. Rouge acier peut-être, rouge acier aussi, où attaquer c'est une condition souvent importante pour déclencher des effets. Et du coup, il y aura peut-être des choses à faire de ce côté-là. On part pour le, j'ai déjà perdu le compte, 5e booster je crois. Ne vous inquiétez pas évidemment, au début, les ouvertures sont un peu longues parce qu'on a beaucoup de personnages qu'on n'a pas encore vus. Mais plus le temps avance, et plus on peut accélérer la cadence. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, la reine. Alors, il faut en parler vite fait, mais la reine, en fait, il y a une reine qui est alter 2, donc pour 1-2-2, ça va être un peu le nouveau Staple 1. En gros, soit les decks joueront Stitch, soit les decks joueront reine, soit les decks joueront les deux. Mais la reine, c'est un personnage qui coûte 1, et en fait, il y a une reine qui est alter 2, et qui est vraiment très forte. Donc, cette reine-là sera très jouée dans les decks en question. Dès que tu joues Ambre, je pense que tu joueras la reine, et dès que tu joues la reine alter, on jouera sûrement cette reine-là aussi. Qu'est-ce qu'on a de beau? Le maillet de croquet, on peut monter un peu la carte pour que la voie mieux, mais si je me souviens bien, c'est un objet qu'on peut bannir pour donner charge à un personnage. C'est un peu le même effet que la montre de poche, sauf que la montre de poche, bah, elle se bannit pas pour le faire. Elle coûte un peu d'argent, certes, mais elle bannit, enfin un peu d'encre, mais elle se coûte pas pour le faire. Donc, bah franchement, maillet de croquet, je pense que ça sera jamais joué. Nous avons la dague de Peter Pan, qui est intéressant, même si c'est pas si ouf. En gros, les personnages insaisissables gagnent plus en attaque. Si ça avait été un point de vie, ça aurait été incroyable. Mais là, tel quel, c'est pas fou, parce que insaisissable, encore une fois, on veut juste faire du lore avec et partir à l'aventure et avoir des points de vie pour résister. Des points d'attaque en plus, c'est pas fou. Nous avons... Ah, Flynn Rider, bah voilà, pour 1-1-3, c'est un peu comme le Olaf, sauf que là, on le joue un peu différemment. Il peut alter l'autre personnage Flynn Rider, donc pourquoi pas, en vrai, sauf que le Flynn Rider est pas déconnant dans pas mal de decks. À voir. Là, tel quel, je peux être très, très joué. 1-3, c'est des stats particulières pour les personnages à 1 quand même. Le Basile à 4 qui est 3-4 et 2 de l'or. Et malheureusement, bah en fait, encore une fois, on préférait avoir 4-4, 2 de l'or pour 4. Du coup, je pense pas qu'il sera joué. D'autant plus qu'il arrive le tour où on peut jouer l'autre Basile en alter de mémoire. Donc vraiment très peu d'intérêt. Nous avons qui? Je vois mal. Benja, sûrement Raya, parce que je ne connais pas le personnage pour changer. Mais Benja, il va être très joué, parce que Benja, c'est un peu comme la bête, qui bannit les objets, sauf que c'est pour 3. Donc vous avez toujours 2 de l'or derrière, vous avez certes moins de stats, bien évidemment, mais en vrai, ça permet de bannir des objets pour beaucoup moins cher et d'avoir toujours 2 de l'or derrière pour partir à l'aventure. Au final, la bête qui coûte 2 de plus a seulement 2 d'attaque et 1 de vie de plus, elle est 4-4. Donc je trouve même que Benja est meilleur. Après, ça n'empêche pas de jouer les deux si on veut être sûr et certain que l'adversaire n'a pas d'objet dans la partie. Ah, on a ensuite Judy Ops, la fameuse lapine de Zootopie, qui est 2-3, 2 de l'or, ce qui sont déjà des bonnes stats. Et en plus, quand vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un objet et le bannir, et son propriétaire pioche une carte. C'est le seul effet de gestion des objets dans l'Orcana qui n'est pas gris, qui n'est pas acier.
Rien que pour ça, Jody Hobbs c'est vraiment un personnage à envisager selon les decks, selon les choses. Parce que les objets craqués dans le chapitre 2 et dans le chapitre 1 aussi, il y en a un paquet. Pouvoir les gérer, c'est très important. Et donner une carte à l'adversaire, des fois, bon, on s'en moque, c'est pas gênant. Et vous pouvez aussi bannir vos propres objets pour piocher une carte en cas de besoin. Donc Jody Hobbs, franchement, je ne serais pas surpris qu'elle intègre énormément de decks bleus, pour le coup. Quitte à être ancrée. Nous avons les gardes-cartes, bah voilà, pour 5-5-5 de l'or, pas grand chose à dire de plus, ce sera comme Winnie l'ourson et les autres. Je pense pas que c'est joué parce que, encore une fois, ça n'a pas de capacité. Les vanilla pas chers ou les vanilla avec des choses vraiment particulières en termes de lore ou de stats, c'est intéressant. Là, juste pour 5-5-5 de l'or, ça l'est pas assez, je trouve. Li Shang, maître d'archerie, quelque chose comme ça, instructeur d'archerie. 3-6 qui va donner le mot-clé insaisissable pendant votre tour. Donc, un moyen de gérer les decks insaisissables très facilement. Maintenant, pour 5-3-6 de l'or, ce ne sont pas des stats suffisamment intéressantes. Après, bon, il a quand même 6 PV, c'est pas rien, mais encore une fois, bah, c'est géré par Maui ou des choses comme ça. Des choses très fortes. Donc, je ne suis pas très fan de Li Shang, malheureusement. Tactique de meute qui est sûrement peut-être même la meilleure carte de multi qui sera jouée ever. Gagner 1 de l'or pour chaque personnage adverse blessé, évidemment en vert gris avec des moyens de mettre plein de dégâts à l'adversaire, c'est très très intéressant. Maintenant ça coûte très cher, c'est pas chantable, c'est pas une chanson pour le coup. Et le problème c'est qu'en solo, bah, c'est compliqué de pouvoir mettre si facilement que ça des dégâts à tous les adversaires et de faire tant de l'or que ça. En multi c'est fou, en solo pas tant que ça. Tout du moins j'ai l'impression, on verra si l'avenir me donne tort ou pas. Le macabre et la terreur, chanson pour 3. Faut monter un tout petit peu plus. Voilà, exactement, parfait. Comme ça, on peut mieux la voir. Donc, en gros, on peut jouer un personnage qui coûte 4 ou moins, lui donner charge et à la fin du tour le bannir. Déjà, on envisage de le jouer pour jouer des decks, encore une fois, rebond, avec des moyens de jouer du coup des personnages qui ont des effets d'entrée de jeu et de sortie de jeu, genre des Merlin Chèvre, etc. Je suis pas forcément le plus fan de la carte, elle est pas mauvaise pour autant. Il y a des Merlins avec lesquels ça peut être très cool de les jouer via cette carte-là. Maintenant, ouais, je sais pas, je sais pas si jamais ça va être tant joué que ça. Bon, d'un deck rebond sûrement, en dehors non. Je pense que c'est à mon avis plus ou moins. Mais voilà, je suis pas très fan. Et une Mulan foil pour finir, bah voilà, Mulan on en a parlé, c'est pas fou. C'est pas fou du tout. Et ouais, le macabre et la terreur dans les decks rebond, il y a déjà pas mal de cartes qui permettent de faire ce genre d'effet. Entre rebondir, bibidi bobidi bou, et des choses comme ça. Donc je suis pas sûr que cette carte là sera jouée. Elle est non ancrable en plus. Ça fait beaucoup de non ancrable au bout d'un moment dans les decks. Ça devient compliqué. Alors on commence avec peindre les roses en rouge. On choisit 2 personnages adverses qui perdent chacun -1 d'attaque. Et vous piochez une carte, donc carte très efficace parce qu'elle est chantable, parce qu'elle pioche et parce que vous pouvez vous arranger un petit peu pour avoir un tour 3 ou 4 vraiment pas mal en bannissant des personnages adverses très facilement. Donc bonne commune pour le coup. Facilier, on en a déjà parlé. Mini, donc c'est la fameuse, bah voilà, encore une fois, pour 2, 3-2, sans pouvoir taper les insaisissables, donc au final, Acier et Saphir en ont des bien meilleurs. Mais en rouge, ça remplacera très certainement les Gaston qui étaient très joués jusqu'à maintenant. 3 ou 4 d'attaque pour le début de partie, ça n'a pas tant de différence que ça. Peine, on en a déjà parlé, donc on peut le mettre directement là-bas. Oh, alors cette carte-là, oh là 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 là, rien à cacher, on voit la main adverse et on pioche une carte pour 1. J'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais cette carte-là est ultra impactante dans le jeu. Ça va aider à mieux gérer les resets adverses comme Soyez prête ou comme Tuons la bête. Ça va évidemment aussi permettre dès le tour 1 d'aller chercher la main adverse, de voir ce qu'il va jouer et donc de prévoir ses tours en fonction. Dans des decks un peu contrôle ou des decks qui n'ont pas forcément de T1 agressif à jouer, c'est super fort. Ça va être joué dans plein de decks, c'est une certitude. Le fameux Jafar pour 2 qu'on a déjà vu, donc on peut le mettre aussi là-bas. Blanche-Neige. Alors cette version-là de Blanche-Neige, elle sera évidemment jouée en x4 dans tous les decks Blanche-Neige et les 7 nains, parce que les nains qui coûtent 1 de moins à jouer, ça les rend tellement plus attractifs. Souvenez-vous de Prof qu'on trouvait déjà staple dans tous les decks Ambre, mais si on peut jouer Prof pour 2, mais c'est encore plus fort. Vraiment, on peut jouer des nains vraiment pas chers entre Prof, entre Blanche-Neige, entre ces choses dans ce genre-là. On peut flouder le board. Tout ce qui manquera, une fois qu'on aura floudé le board, c'est un moyen de repiocher, et c'est là que des cartes sûrement comme ce rêve bleu rentreront en ligne de compte, j'imagine. La fée bleue que j'ai toujours pas regardé, mais voilà, insaisissable, 1 de l'or, 1-1 de base, pas ouf. Ah si, c'est quand on joue un floodboard, attendez, j'ai des réminiscences. Attendez, je vais regarder vite fait, allez, je regarde pour vous. La fée bleue, la bonne fée, pardon.
Non, la fée bleue, c'était bien la fée bleue. C'est pas la bonne fée. Elle est où? Elle est où? Ah oui, mais c'est les noms en anglais, donc en plus c'est embêtant à aller chercher sur l'application. Parce que oui, je suis sur l'application. Oui, c'était Blue Fairy. Oui, c'est ça, quand on joue un Floodborn, on pioche une carte. Ça y est, je m'en souviens. Alors, c'est pas mauvais, mais je suis pas sûr qu'il y aura assez de Floodborn joués en violet et en vert, par exemple, ou en violet tout court, pour que ce soit si bien que ça. L'épée de l'enclume, on l'a déjà vu en Unco, donc on va pas en parler. Oh, Madame Mime en rare, j'adore cette carte, elle est vraiment très très belle. Elle a un flow très gothique, très potentiellement Noël, le Monsieur Jack, et j'ai oublié le nom du réalisateur, et je me fais juger très très fort par la personne en face de moi. Ça viendra. Puis il y a une autre personne que je connais qui me détestera de toute façon pour avoir oublié le nom, mais on verra. Ça me reviendra un moment. Madame Mime qui risque d'être très très jouée parce que mine de rien, en fait, elle fait l'effet de Macabre et la Terreur, mais en s'inclinant, oui, en s'inclinant tout simplement. Donc bah là, ça devient beaucoup plus intéressant de pouvoir le faire gratos entre guillemets plutôt que de s'embêter. En plus, c'est une alter potentielle sur une des mimes qui existent. Vraiment, rien à dire. 2-5 de l'or derrière, ça peut toujours faire du lore au cas où. Vraiment, vraiment pas mal du tout. Tim Burton, ça m'est revenu. Elle fait très Tim Burton. Alors, c'est pas lui qui a fait l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais il était quand même présent au scénario et dans les trucs et tout. Donc, bah oui, il a fait la DA. Ben, on parle de justement de DA, donc ça tombe bien. Le Grand Pabi, beaucoup de gens s'extasient beaucoup sur cette carte, je trouve, pour faire des decks jaune, bleu, soin. De mon point de vue, bien que la carte soit très intéressante, avec des cartes comme Jasmine qui soigne tout le monde ou des choses comme ça, et ça fait des montants de l'or juste abusés. D'ailleurs, elle a des bonnes stats et tout. C'est quand même une non ancrable à 7 sans le moyen de le mettre en alter, ce qui est un énorme défaut. Et de mon point de vue, les decks jaune, bleu, soin, je suis pas sûr qu'ils vont être si forts que ça. Parce qu'encore une fois, pour le jouer efficacement, il faut avoir du board. Pour avoir du board, il faut ne rien faire. Et si on fait rien, l'adversaire fait ce qu'il veut. Donc, je suis pas très fan. Et une deuxième Mulan en Unco. Bah voilà. À force de dire du mal des cartes, bah elles arrivent enfin, pas en Unco, mais en foil. Elles arrivent en foil pour me narguer. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour le prochain? Grincheux qui est pas mauvais, Grincheux qui est mémoire donne un bonus attaque à tous les autres 7 nains, donc vos 7 nains au bout d'un moment commencent à être très dur à gérer. Après voilà, pour 4-3-4 et cet effet c'est pas si ouf, mais au bout d'un moment si jamais vous commencez à comment dire, bah, avoir assez de nains à table ou même de grincheux, vous allez commencer à avoir beaucoup de force sur vos nains qui vont soit pouvoir aller gérer les menaces adverses, soit être très embêtants à gérer car à chaque fois qu'ils seront bannis par une carte adverse qui les défiera, ça les bannira en face, etc. Donc plutôt pas mal. Nous avons Merlin Écureuil qui est peut-être le plus mauvais Merlin malheureusement, car il fait grosso modo l'effet de... comment elle s'appelle déjà de Isma à 2 dans le chapitre 1. Donc vous regardez la carte du dessus, les deux cartes du dessus du deck, vous en gardez une au-dessus, vous mettez l'autre en dessous. C'est aussi l'effet du chaudron, grosso modo. Quand il rentre en jeu ou quand il quitte le jeu, mais en fait c'est pas assez impactant pour pouvoir vraiment vouloir jouer avec et faire des choses rigolotes avec. Et d'ailleurs les stats sont pas si folles, donc bah comparé au lapin et à la chèvre, c'est beaucoup moins fort, malheureusement. Qu'est-ce qu'on a de beau ensuite? Nous avons... Ah oui, Félicia. Pour un 3-1 combattant, là, on discute un peu. Parce que mine de rien, avoir combattant au tour 1, c'est pas gênant. Pour un personnage qui a 3 d'attaque, vu que son but, c'est d'éliminer le tour 1 ou le tour 2 adverse. Donc là, on peut très facilement gérer n'importe quelle carte du tour 1 et 99% des cartes du tour 2 de l'adversaire si jamais il les utilise. Donc c'est un énorme outil de gestion, mine de rien. J'aime beaucoup l'idée. Je pense que ça va être un tour 1 qui remplacera aisément le sergent Tibbs en rubis. Tout simplement, en plus, elle est ancrable. À la reine de cœur. Alors, la reine de cœur pour 2, il faut la mettre un tout petit peu plus haute si possible. Quand je dis plus haut, bah non, plus vers moi. Voilà, parfait. Comme ça, je peux voir le texte. Quand vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse blessé et on lui met un dégât. Le problème, c'est qu'il faut qu'il soit déjà blessé. Au tour 2, les personnages n'ont pas beaucoup de points de vie. Alors, à part aider à achever un personnage qui avait 3 de vie au tour 2 ou un truc comme ça, je vois pas vraiment l'intérêt. D'ailleurs, elle fait 2 de l'or, c'est pas dégueu, hein. La carte est pas mauvaise. Mais le problème, c'est que l'effet est vraiment trop situationnel pour être vraiment utile. Si elle faisait un dégât sans condition, ça aurait été trop bien, mais en vert, ça aurait été peut-être trop fort. Nous avons Non, pas du tout. Non, Duke Wasilton.
Bah voilà, pour 2 hors d'atteinte, ça c'est très intéressant, ça coûte pas cher. Hors d'atteinte, ça veut dire que c'est difficile à gérer pour l'adversaire avant qu'elle parte au moins une fois faire du lore. Ça j'aime bien ce genre de carte parce que dans les decks rush, ça peut être très cool. En plus elle est ancrable au cas où. Vraiment, rien à dire, c'est une carte intéressante. Je sais pas si elle sera jouée, mais au moins il y a des choses à dire. La Cendrillon A2, on l'a déjà vu, donc on peut la mettre directement dans les cartes communes. Oh, peut-être mon événement préféré du chapitre 2, peut-être. Sonnez la clochette, vous choisissez un personnage blessé, vous l'éliminez, c'est ultra fort. C'est un feu de dragon conditionnel, mais pour 3 ancrables. Malheureusement, c'est pas une chanson, comparé à une autre carte qui est encore plus forte au chapitre 2, je pense. Mais mine de rien, sonner la clochette, ça se fait très facilement avec des pistolets à plasma, avec Robin des Mois qui met un dégât, avec des choses comme ça, avec Clochette qui met un dégât à tout le monde. Il y a vraiment moyen d'en user, d'en abuser en vert gris. L'arbalète en croc de dragon. Vous pouvez bannir cet objet pour bannir un dragon, ce qui est plutôt cool vu qu'il y a 2 dragons très très chers et très très forts dans le jeu maintenant. Pas beaucoup plus. Ah si, il y a peut-être 6 sous, je crois que c'est un dragon aussi, donc toujours intéressant. Et au pire, vous pouvez payer 2 pour mettre -2 à un personnage pour le reste du tour. Ça aussi, pour gérer plus efficacement les défis et être sûr de garder vos personnages en vie pour pouvoir ensuite vous en servir d'ailleurs ou les soigner dans des decks soins, c'est très efficace. C'est une carte, je pense, qui peut avoir un avenir, même si elle coûte un peu cher et que j'ai mes souvenirs qu'elle était... Non, c'est bon, elle est ancrable. Ça va à ce niveau-là. Mais donc, intéressante. Nous avons... Ah oui, nous avons Nana pour 2-1-3. Quand vous jouez un personnage Floodborn, vous pouvez choisir un personnage, lui retirer tous ses jetons dégâts. Ça, c'est intéressant, mine de rien. Après, encore une fois, il faut jouer assez de Floodborn dans les decks pour que ce soit assez rentable, donc il faut les bons decks. Mais mine de rien, pouvoir faire du full heal sur vos personnages, les soigner entièrement, c'est une capacité quand même assez forte. Derrière, pour 2, elle a 1-3 comme stat et 1 de lore. C'est ça de personnage 1-1, mais elle a une capa, donc c'est ok. Franchement, ça va. On n'est pas trop à plaindre. Et on commence à arriver dans les rares. Du coup, nous avons Cobra Bubbles pour 7, 5, 9 et 2 de lore. Une brute épaisse en termes de stats, mais je suis pas sûr qu'on l'apprécie tant que ça. En fait, pour le même coup, on a Stitch Surfer qui a 1 de mode d'attaque de moins, 1 de vie de moins seulement, donc seulement 1 de moins, mais une capa qui vous permet de piocher 2 cartes. Et donc ça change tout dans le jeu de piocher des cartes, donc on préfère largement ce bon vieux Stitch. Oh, et la première légendaire, nous avons Namari de 4. Alors malheureusement, je n'aime pas la carte et je la trouve pas très jouable. 2-4 remparts pour 4, 1 de l'or, non ancrable. Son vrai avantage, c'est qu'elle peut défier les personnages redressés. Le problème, c'est que rempart, ça aide pas pour défier en fait, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Et elle a que 2 d'attaque, donc même les personnages redressés, pour les gérer, c'est pas si simple. Et il faudrait lui enlever rempart, lui mettre beaucoup plus de statistiques pour que ça devienne intéressant. Là, tel quel, franchement, c'est pas fou. Oh, et ça me plaît beaucoup, un Arthur Finlam en foil, c'est très joli. J'aime beaucoup cette carte. Première légendaire, pas la meilleure. J'allais dire pas la pire, mais c'est discutable dans le chapitre 2. Je vais pas dire que c'est Gantu, mais faut avouer qu'on en est quand même pas si loin. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a Joyeux 3-5, 2 de l'or, soutien, donc il va pouvoir aider les autres nains en leur donnant de l'attaque en plus, encore une fois. Les nains qui pourront très facilement gérer des personnages adverses tout en faisant du lore, en faisant plein de choses. Tout ce qui leur manque, c'est de la pioche. Donc c'est plutôt cool. Je suis coincé qui a le palme de la carte à 1 qui ne fait pas piocher, qui est peut-être la plus intéressante du jeu. Parce que choisir un personnage épuisé adverse et le garder épuisé, c'est très fort. Ça vous assure qu'il fera ni de l'aventure ni quoi que ce soit d'autre au prochain tour. Et ça vous laisse aussi un tour de plus pour le gérer. Donc je suis coincé, carte vraiment cool. Pour le coup, j'ai hâte de voir ce que les gens vont en faire, s'ils vont beaucoup la jouer ou pas. Nous avons ensuite Tigrou 3-3 qui gagne des boosts d'attaque quand vous jouez des actions. Mais bon, c'est pas assez fort pour être vraiment intéressant malheureusement. Donc je pense pas qu'il sera joué. Nous avons ensuite... J'ai du mal à voir. Nous avons... Donuld, le vrai Donuld de ce chapitre. 0,5 pour 3, c'est des stats qui sont très mauvaises. Surtout qu'il a qu'un 1 de l'or, donc ça sert à rien d'avoir autant de vie et d'avoir si peu d'attaque. Et il va gagner d'attaque pour chaque action que vous jouez jusqu'au reste du tour. Donc pour le rentabiliser, il faut jouer des actions. Donc en fait, on préfère avoir des personnages forts. On peut jouer des actions à côté, mais ils sont forts de base. Donc Donuld, non, c'est non. Le maître hibou qui va être l'équivalent de Polochon en bleu, donc pourquoi pas, de 2-1, voilà, vous connaissez un peu l'avis sur les 2-2-1, on va pas non plus passer 1000 ans dessus. Ah, là ça devient un peu intéressant, l'autre Hercule.
Ah non, c'est celui qui a 2-3, pardon, je me suis trompé, donc non, il est nul. Il est nul. C'est nul. Nous avons Pinocchio. Alors, il y a deux Pinocchio dans le chapitre. Il y a trois Pinocchio même dans le chapitre 2. Celui-là, c'est le moins intéressant des trois. Quand vous jouez ce personnage, vous pouvez incliner un personnage en face. Alors, c'est pas une mauvaise capacité en soi, mais le problème, c'est que deux non ancrables et 1-1 seulement derrière, franchement, c'est pas fou. À la limite, ça pourra faire un bon personnage pour le Pinocchio Alter, mais vu qu'il sera pas forcément très joué non plus, Mergotel qui sera très efficace dans les decks rouges qui joue sur le fait de se faire des dégâts pour avoir des bonus, ou dans les decks soins qui la remonteront en vie vu qu'elle a 4 points de vie maximum. Donc elle rentre en jeu en étant 3-1 vu qu'elle prend 3 dégâts. Pour 2, 3-1, en fait on a Félicia qui a le même stat. Je suis vraiment pas sûr que ça va être joué. Hein. Est-ce que ça va être joué à la place de Mini? Je sais pas, je pense qu'on préfère Mini dans pas mal de situations. En vrai, je sais pas, faut voir. L'armure de souris qui vous donne un personnage résistance 1 jusqu'au début de son prochain tour. Ça peut être intéressant, mais c'est quand même non ancrable. Résistance 1, c'est cool, surtout pour un tour adverse, en vérité. Ça permet de faire des défis plus facilement aussi et de rester en vie plus longtemps. Des personnages résistance 2 qui gagnent résistance 1 encore en plus, ça passe à résistance 3, ça se cumule. Donc ça commence à déconner 0 quand même, résistance 3, en termes de personnage qui va faire des défis et rester en vie ad vitam aeternam. Maintenant, je sais pas, je suis pas fan, c'est un objet, ça coûte 2, c'est non ancrable, je sais pas. À voir. Peut-être que je sous-estime. Chute dans le terrier du lapin. Chaque joueur choisit l'un de ses personnages en jeu et la place dans la réserve d'encre, face cachée et épuisée. C'est un peu comme Libéré délivré, sauf que c'est non ancrable, c'est pas une chanson, donc déjà c'est beaucoup moins intéressant. Et en plus de ça, le gros défaut, c'est que l'adversaire peut choisir sa carte. L'avantage par contre, c'est que c'est une des rares cartes qui permettent de gérer Cusco, si c'est le seul personnage adverse en face. Et ça, pour le coup, c'est intéressant. Nous avons Basile en super rare, le fameux Basile Alter, qui, si on l'a joué grâce à Alter, on peut piocher 3 cartes, donc c'est vraiment beaucoup. En plus, il est 3-4 avec 3 de l'or, donc c'est pas mal en termes de stats. Maintenant, les Alters sont vraiment pas bons, ça arrive que tour 5, franchement, je sais pas. En fait, jouer des cartes pas folles pour jouer une autre carte pas folle, c'est pas des gameplays que j'aime beaucoup. Parce que si vous avez que les Alters, ça sert à rien. Si vous avez que le gros Basile, ça sert à rien. Donc, compliqué dans un jeu où on pioche si peu, de base. Et une mini. Elle est jolie en plus. C'est la mini surfeuse. C'est une mini qui est très intéressante. Pour 3, 1-3, 2 de l'or. Donc, une insaisissable pas facile à aller gérer avec des dégâts directs. Et elle a 2 de l'or. Ce sera sûrement le coût le moins cher. On pourra avoir 3 de vie et 2 de l'or, de toute façon. À moins qu'on ait un jour un personnage qui, pour 2 et 0, 3 de vie, 2 de l'or. Mais j'y pense pas. Parce que là, déjà, c'est très très bon comme stat. Elle, par contre, dans des decks insaisissables, peut-être un jour, sera très jouée. Et du coup, en foil, c'est assez sympa. Je vais très clairement manquer d'eau avant la fin de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Nous avons... Ne bougez pas, on prend un personnage et on lui enlève 4 jetons de dégâts. C'est un peu comme le réparatrice, sauf que c'est pas assez intéressant. Même si c'est 4 dégâts, c'est beaucoup. C'est pas assez intéressant pour être joué au chapitre 2, je pense. Même dans les decks soins, je pense qu'on les jouera pas. La bonne fée, qui a pas mal de versions différentes. La bonne fée, celle-ci, lorsque vous jouez ce personnage... lorsque vous jouez un personnage Cendrillon, vous pouvez choisir un personnage l'épuiser. Bon, faut jouer le combo bonne fée Cendrillon. Franchement, c'est pas assez bon pour faire ça. À noter quand même que la bonne fée, elle a les stats de Madame le Garde-Robe, sauf qu'en plus elle a une capa. Donc déjà, on commence à avoir un petit peu de power creep dans le jeu Lorcana avec certaines cartes. Nous avons... Comment m'as-tu nommé? Choisissez un personnage blessé, il gagne plus 3 attaques jusqu'à la reste de ce tour. Encore une fois, les boosts d'attaque, c'est pas si fou. Et en plus, un boost d'attaque où il faut être blessé pour l'avoir... Franchement, non. Franchement, c'est un gros non. Nous avons un Gaston ensuite. Gaston pour 2, 1, 3. Lorsque le assassin n'a plus de carte en main, il gagne plus 3 d'attaque. Donc c'est un personnage qui pourra être un bon attaquant, un bon défieur une fois que l'adversaire n'a plus de carte en main. Maintenant, on a autre chose à faire qu'avoir de l'attaque en plus qu'on n'a plus de carte en main. On préférait avoir d'autres choses. Enfin, quand l'adversaire n'a plus de carte en main, on préfère avoir d'autres choses. Genre du lore. Coco Lapin. Coco Lapin, c'est mon personnage favori de Winnie à l'époque. Il me faisait beaucoup rire. Et pour 5, 4, 6, 2 de l'or, c'est pas déconnant, mais le problème c'est que à côté de ça, il y a Maléfique qui a juste 1 attaque de moins et 3 de l'or, ce qui est beaucoup mieux. Donc Coco Lapin malheureusement ne sera pas très joué, je pense. Jeu foncé, on a déjà vu, donc ça on peut passer.
Rebondir. Oh, je pourrais faire une vidéo entière. Demandez-moi une analyse sur rebondir, tiens. Choisissez l'un des personnages et renvoyez-le dans votre main pour renvoyer un personnage adverse dans sa main. C'est ultra fort parce que ça vous fait du tempo, parce que ça vous permet de gérer des menaces adverses, ça vous permet de remonter vos personnages qui ont des effets quand ils rentrent en jeu dans votre main. Évidemment, dans les decks violets, c'est ultra fort. Donc, franchement, bah rien à dire, c'est juste très fort. Hey Hey en phénix, j'adore ce Hey Hey, je trouve la carte vraiment trop cool en vrai, parce qu'il a vraiment un plumage magnifique et une tête toujours aussi absurde. Hey Hey, quand il est banni dans un défi, on le renvoie en main, donc Hey Hey, le but c'est d'essayer de faire en sorte qu'il se prenne jamais le dégât qui est nécessaire pour le bannir quand il n'est pas en défi. Mais tant que vous partez défi avec, bah, il revient en main, donc c'est 2 dégâts constants sur la table adverse tous les 2 tours, pourquoi pas. Si vous donnez charge, ça devient super intéressant. Ah oui, si vous donnez charge avec la montre à gousset, des trucs comme ça, là, ça devient même très intéressant. Parce qu'à chaque tour, vous allez mettre 2 dégâts à quelque chose. Ce bon vieux simplet, juste 2-2. Je me souviens plus, je crois qu'il a seulement un de l'or, oui. Mais quand ce personnage est banni, vos autres personnages 7 nains gagnent plus 2 d'attaque jusqu'au début du prochain tour. Donc simplet, c'est typiquement le personnage que vous envoyez faire un défi sur un personnage adverse pour qu'il soit banni, faire son effet et d'ailleurs pouvoir gérer plus facilement le board adverse. Ou alors juste, si jamais Simplet est banni, ça vous donne des bonus d'attaque, donc l'adversaire va plutôt bannir les autres avant. Du coup, Simplet va toujours rester en jeu et faire son petit point de l'or de temps en temps. On a le grand coquin, personnage rouge, je suis pas très fan. Lorsque vous jouez un personnage full-board, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Le problème c'est qu'il est non ancrable en fait. Et pour le coup, 2-3 avec, bah voilà, pour 3 non ancrables, c'est pas assez pour moi, il va pas faire grand chose. Faire perdre de l'or, du lore à l'adversaire, c'est une très bonne capacité, hein, faut pas s'y tromper. Mais là, tel quel, je trouve que c'est pas assez intéressant, il y aura pas assez de footboard pour faire perdre assez de l'or. Et un petit Hercule, le fameux Hercule Alter, si je me trompe pas. 6-3, Alter 4, résistance 2. C'est très cool parce qu'en fait, au final, on a un Alter potentiellement qui arrive très vite et qui va être 6-5 relativement. Oui, j'ai vu ce qu'on a après. J'ai j'ai vu la carte d'après et je suis très content aussi. Hercule, donc 6-3, 2 de l'or, donc virtuellement 6-5, voire plus, même si là pour le coup 3 points de vie, il va pas souvent déclencher son résistance. Mais il arrive très vite, il fait très mal, il fait du lore, donc c'est très cool. Et derrière, on a eu une Alice légendaire, enchantée. Je suis à la fois très content et dégoûté parce que la madame qui est en face de moi va jamais vouloir que je la vende. Mais quand même, attends, on va quand même en parler un peu. Voilà, Alice qui est le personnage favori de Lilith, donc chapitre 2, elle est très contente. Bah voilà, légendaire folle, très très content. Personnage qui va être potentiellement très joué. Donner soutien à tous ces personnages, ça permet de faire des phases de combat incroyables dans leur cana et de pouvoir vraiment faire ces défis comme on veut. Envoyer les personnages dans l'aventure qu'on veut, etc. Donc ça peut être très cool. Et en plus, si jamais on a 10 d'attaque sur Alice, elle gagne 4 de l'or. C'est un peu comme Belle, dans le sens qu'il y a un moment où en fait Alice elle passe à 5 de l'or et là ça défonce tout. Maintenant, à la différence de Belle qui trigger ça au bout d'un moment sur la durée, Alice, il faut avoir du board, il faut avoir assez de board, il faut que ton board parte tout entièrement à l'aventure. Donc ça peut être dangereux. Je pense quand même que pour seulement 3, ça va être très joué. En plus, ces 4 points de vie lui évitent de sortir sur un fracassé malheureux. Vraiment, très très sympa. On peut même la mettre à part celle-là, hein. Légendaire enchantée, on va même la mettre à part. On va même, tiens, regarde, j'ai prévu des petites sleeves. Je vais même la sleever directement. Ça pour le coup. On peut la mettre sur le plateau, n'importe où, voilà. Avec un peu de chance, on chope l'hélice enchantée et là, là c'est la folie. Fais un signe du pouce pour savoir si jamais, ou de la main, pour savoir si on trouve la Alice enchantée, est-ce qu'on peut vendre la Alice légendaire foil. Ok. Hatchoum, on n'avait pas encore vu lui, mais Hatchoum, quand on le joue ou quand on joue un autre 7 nains, on met moins 1 d'attaque au personnage adverse. Donc encore une fois, deck très agressif qui peut très facilement faire des dégâts au personnage adverse. Vraiment pas mal. Jiminy Cricket qui fait que vous piochez quand vous avez un Pinocchio. Quand vous, voilà, s'il y a un Pinocchio en jeu, vous piochez quand vous jouez Jiminy Cricket. D'ailleurs, il a un saisissable 1-2, 1 de l'or. Au moins, il évite les trucs à un dégât qui le bannissent directement. Maintenant, bon, faut jouer des Pinocchio, et Pinocchio ils sont sympas, mais ils sont pas forcément ultimes, donc je demande à voir. Je suis pas sûr que ce sera très très joué. Nous avons Boon. Boon pour 2, c'est 2-3, donc c'est Boon nul. Voilà, désolé. On peut passer à la suivante.
Nous avons Virana, qui est la méchante de Raya, je crois. Encore une fois, je ne l'ai pas encore vu. 5-5, 2 de l'or. C'est comme les cartes, c'est comme Winnie. C'est ok tiers, mais pas assez bon pour entrer dans le deck, malheureusement. La fameuse Cruella d'Enfer, on en parlait. Qui est une commune en plus, mais voilà, pour 2, 3-2. C'est comme Jafar, c'est très fort, c'est très joué. Ça sera très fort dans plein de decks, donc voilà, c'est vraiment trop bien. Très très bonne carte. Ah, les balais acier, parce que maintenant on a des balais aussi en acier. Et les balais en acier, quand vous jouez ce personnage, on va choisir un autre qui gagne résistance 1. Il coûte 3 de mémoire. Ils sont 2-3 avec 1 de l'or. Donc, à voir. Alors avec le Mickey, ils reviennent en main et tout, hein, c'est toujours la fête des balais. Je pense qu'on aura un nouveau balai par extension. Maintenant, j'aurais préféré un autre balai en violet pour essayer de faire des combos avec Mickey, par exemple. Là, tel quel. Alors, projectile de fortune, qui a une traduction pas folle, hein, parce qu'en anglais, c'est juste launch. Projectile de fortune, ça peut être intéressant, justement. Bah, voilà, deck bleu, mine de rien, vous bannissez une glace à l'eau pour mettre 5 dégâts à un personnage au choix. Bah, ça devient pas dégueulasse quand même pour 3 de pouvoir faire ça. Maintenant, c'est non ancrable. Il faut bannir les objets, donc il faut en jouer. Idéalement, il faut avoir des moyens de ramener des objets de la défausse. Donc, ça vient tard, Tamatoa, quand même, pour jouer ça. Je sais pas si c'est si bien que ça. Raya qui est pas l'alter, mais Raya qui pour 4 et 5-3, bah en fait c'est comme Scar, et Scar n'étant pas joué, bah je pense que Raya soit pas joué, donc voilà, tristement. Ellie le bouffe, le buff, pardon. Ellie le bouffe. Je pense que j'ai un nouveau surnom pour cette carte. Mais en plus, il va pas être joué, donc c'est trop triste. Pour 4, 2, 5, 2 de l'or, c'est pas des mauvaises stats, mais c'est pas assez pour être joué. Maléfique en bleu pour 1 de plus, à 1 d'attaque, 1 de vie et 1 de l'or en plus, donc voilà. Malheureusement, il n'a pas assez de choses intéressantes. La fameuse Bibidi Bobidi Boo, qui permet de remonter un personnage en main pour en jouer un autre qui a le même coût. À la base, c'était wordé, je pense, pour que ce soit un personnage différent, donc une autre carte, mais vu que quand une carte remonte en main, l'adversaire il peut mélanger sa main, faire ce qu'il veut, etc. Donc on ne sait plus quelle carte était la bonne. Donc la version officielle, c'est que si vous remontez une carte en main, bah, vous pouvez tout à fait la rejouer tout de suite. Et donc Merlin Chef, par exemple, avec Bibidi Bobidi Boo, c'est super fort. Jean-Christophe, qui est pas mauvais en vrai. Jean-Christophe, 2-6, si vous avez au moins 2 autres personnages, quand vous redressez Jean-Christophe, bah vous gagnez de l'or. Donc vu qu'il va à l'aventure, il fait 2, il est redressé, il fait 2. Donc Jean-Christophe avec un peu de rempart à côté, ou des personnages qui restent un peu sur le board, peut-être dans un deck 7 nains par exemple, ça peut faire beaucoup de l'or très très vite, donc à voir. Encore une fois, avoir du board c'est compliqué à l'Arcana, mais là des fois ça peut être cool. Et en foil, nous avons un Basile, on en a déjà parlé tout à l'heure, donc on va pas dire grand chose de plus dessus. Ah, la petite Alice enchantée foil là. Légendaire foil, pas enchantée foil, pardon. Et j'ai pris un grand verre d'eau de 50 centilitres que j'ai déjà flingué durant la première heure. Et heureusement, j'ai une personne formidable en face de moi. Nouveau verre d'eau. Alors, Dormeur, il peut pas... Enfin, en fait, il rentre en jeu épuisé. Donc, il est excellent, parce que 2, 3, 2 de l'or sont d'excellents stats pour un personnage à 2. Mais il rentre en jeu épuisé, donc il est facilement gérable par l'adversaire. Maintenant, si vous êtes premier joueur, il y a très peu de cartes qui tapent à 3 au tour 1. Donc Dormeur fera très souvent ces 2 de l'or, et au pire, peut-être qu'il y aura des boosts d'attaque avec les autres nains entre temps, donc ça peut être très cool. Si vous êtes premier joueur, c'est vraiment pas mal. Si vous êtes deuxième joueur, c'est plus compliqué. Merlin Crabe qui peut être joué potentiellement, parce que Merlin Crabe, il donne offensif 3 à vos personnages quand ils rentrent en jeu ou quand ils quittent le jeu. Ça peut être lui-même s'il rentre en jeu avec charge, donc Merlin lui-même, s'il rentre en jeu avec charge, peut devenir 6-3. Donc ça devient un Maui de luxe de ouf. Donc je pense que Merlin Crabe, dans les decks Bones, il va être très très joué, parce que justement, il peut se donner ce bonus à lui-même ou à d'autres persos, et permettre de gérer les personnages en face très facilement. D'ailleurs, il le fait aussi en quittant le jeu, hein, au cas où. Le monde qui est le mien. Pour 2, on choisit un personnage blessé et on le redresse. On ne peut pas l'envoyer à la voiture pour le reste du tour et on pioche une carte. Ça va sûrement remplacer, potentiellement remplacer des cartes comme Attiser les flammes en rouge. Parce que non seulement c'est chantable, ça coûte 1 de plus certes, mais c'est toujours ancrable, et ça pioche. Par contre, il faut que ton personnage soit blessé, mais si jamais ton personnage il vient d'attaquer un personnage adverse, être blessé c'est pas une condition, c'est de base on va dire. Donc pour jouer avec Aladdin par exemple ou des choses comme ça, c'est vraiment très très fort, j'aime beaucoup cette carte. Ensuite nous avons Ratigan en vert pour 4, 4, 1, insaisissable mais avec beaucoup de l'or de mémoire.
Voilà, avec 2 de l'or quand même. Bah en fait, insaisissable et 1 point de vie, ça part sur le premier truc de clochette ou de Robin des Bois ou n'importe quoi maintenant. Insaisissable, 1 de vie, c'est vraiment nul, parce que ça part trop facilement. D'ailleurs pour ça que les Pascal ne vont plus être joués non plus. Donc là tel quel, non franchement, Ratigan il sera pas joué parce que 1 point de vie c'est vraiment trop peu. La marmite de Gumbo, vous choisissez jusqu'à 2 personnages et on leur tire 1 jeton de dommage chacun. Vu que c'est ancrable, bah en fait, le panier de noix de coco ou des choses comme la Zirgouflex, des choses comme ça, ne vont plus jamais être jouées. Parce que là, bah en fait, on a un truc qui soigne très efficacement, qui est ancrable, qui coûte pas très cher. Et en bonus, ça déclenche le grand pabi sur 2 personnages, donc ça permet de gagner encore plus de l'or, ou avec la réponse de piocher plus de cartes, donc très très fort. Jafar, on a déjà vu. Ah, on a enfin le Donice. Et lui, c'est un Donice. Pourquoi c'est un Donice? Déjà, il est ancrable, ça c'est plutôt court, il a un alter 3, 2, 5, 2 de l'or, sont pas des mauvaises stats pour un personnage à 4 de base, sauf qu'en plus on peut jouer tour 3, donc c'est très intéressant. Et au début de chacun de vos tours, chaque joueur pioche une carte, sauf que si vous jouez défausse, vous avez très souvent des moyens de défausser des cartes adverses, voire même vous avez envie de le faire parce que vous avez le prends-jean, des choses comme ça. Donc l'adversaire, il peut piocher une carte. Mais est-ce qu'il va vraiment piocher une carte si vous avez le prince-jean sur le terrain? Et risquer du coup de la faire défausser au final et de vous donner une carte en plus à vous. Bah, je pense que la majorité du temps, ça sera pas trop le cas. Parce que vous faire piocher plus de cartes, c'est encore plus de défauts, c'est encore plus de cartes en jeu. Donc j'adore vraiment beaucoup ce Donald, ce Donice même, envers défausse, ou même dans d'autres decks, qui manque un peu de pioche, ça peut être très cool de l'avoir. Typiquement, même en bounce, ça pourrait être un personnage intéressant à voir. La boîte à sardines, on l'a déjà vu tout à l'heure. Ah, la fameuse réponse, je crois que c'est une... Ah non, c'est juste une uncoin, j'ai dit n'importe quoi. Réponse 06, alter 3. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous retirez au moins un jeton de dommage sur un de vos personnages, vous piochez une carte, donc typiquement en bleu-jaune, avec des decks de soins et beaucoup de personnages blessés, ça devient super intéressant, parce que vous piochez beaucoup, vous faites beaucoup de blanc, vous avez tout ce qu'il faut. Maintenant, sur quel personnage on fait l'alter, il y a la petite réponse qui est intéressante quand même, qui permet de soigner. On a la réponse qu'on connaît actuellement, qui ça pourrait être un bon alter potentiel, même si on perd en attaque, on gagne en vie et on a toujours autant de l'or, mais une capacité toujours intéressante, parce que la réponse elle est intéressante quand on la joue. Donc, je pense qu'en deck soin, ça va être joué en dehors, je suis pas sûr. Nous avons ensuite l'atelier de Maurice. Les decks objets en bleu, là, chapitre 2, je commence à me demander s'il n'y a pas assez pour jouer. Hein. Parce que là, je vais vous jouer un autre objet, vous pouvez payer un pour piocher une carte. Encore une fois, si vous jouez des objets pas chers, ça vous permet de faire toujours de jouer des objets. Et donc, tous vos personnages qui jouent sur le fait d'avoir des objets deviennent super intéressants. Moi, j'aime beaucoup. Je pense vraiment dans un deck objet, au bout d'un moment, à force de jouer des cartes qui soutiennent cet archétype, ça va être intéressant. Et la fameuse Raya qui est en alter, mais qui malheureusement n'est pas assez bonne parce que sa capa est pas si folle et les alters sont vraiment pas bons de Raya. Pour 6-5-3, quand on fait un défi, quand elle initie un défi, quand c'est elle qui attaque, elle prend aucun dégât. Donc on se dit, putain c'est trop fort, du coup je peux gérer n'importe quel personnage sans prendre de dégâts. Le problème c'est que quand elle attaque, que quand c'est pendant votre tour, et le problème, c'est que d'ailleurs, avec seulement 3 points de vie, bah, n'importe quoi va la gérer et elle n'aura pas fait grand chose de plus. Donc je suis pas fan. Et on a un petit Laurence en foil, on n'a pas encore vu Laurence. Pour 3, 0,4, 2 de l'or. Lorsque ce personnage n'a aucun jeton de gage sur lui, il gagne 4 d'attaque. Donc en fait, idéalement, c'est une 4-4 et à un moment, elle va se faire taper dessus. Et ça deviendra du coup une 0,4. Et elle sera facile à gérer derrière. Mais en attendant, elle a quand même fait 4 dégâts. Du coup, j'aime beaucoup ce Laurence, mine de rien, c'est un très bon personnage. Virtuellement, c'est une 4-4 de l'or pour 3. C'est ultra bien, il n'y a rien à dire, c'est ultra bien. On est parti pour la suite. Je sais plus à combien de boosters on est par contre. De toute façon, plus ça avance, plus on a vu les cartes, et plus on a vu les cartes, plus on passera vite dessus. Alors, nous avons Dormeur, on a déjà vu. Nous avons un Merlin Crabe, on l'a déjà vu. Vous voyez, ça va beaucoup vite. Voilà, le monde qui est le mien, on l'a déjà vu. Ça, on a déjà vu aussi, je me souviens plus, c'est Ratigan en vert, voilà, on l'a déjà vu. La marmite de Gumbo, on vient de la voir à l'instant. Le Donuld, ou le Domiddle, on va dire, le Domiddle, celui-là. Pareil, donc on l'a déjà vu. Deuxième Robin des Bois, je suis trop content. Tiens, on a même Zone Cook le pack précédent d'ailleurs. Chat du Cheshire, on a déjà vu. La Fée Bleue, on a déjà vu. Deuxième Robin des Bois là, ouais, peut-être que les prochains tournois, je vais me ramener avec des trucs intéressants. Alors, le fameux Bébé Noy. Alors lui, je l'avais pas vu passer en fait. Et au final, mais il est incroyable ce perso. Je veux dire,
Pour 2, on a une 1-2, 2 de l'or. Si on a au moins un objet en jeu, il est résistance 1 et hors d'atteinte. Donc c'est virtuellement une 1-3 hors d'atteinte pour 2 avec 2 de l'or. C'est incroyable. Vraiment très très bon. Alors, Dieu merci, c'est pas insaisissable, ça serait vraiment craqué. Mais mine de rien, bah, c'est un personnage qui va faire ses lore quasiment à chaque fois. Quelle est la résistance, du coup, il peut résister au personnage en début de partie. Pour les decks objets, moi je trouve ça très intéressant comme personnage pour faire un peu de lore. Nous avons le roi Louis 3-8 qui permet de retirer jusqu'à 2 jetons personnages de ce personnage-là quand il est banni, ce qui est plutôt cool. Maintenant pour 7, 3-8 de l'or, bah encore une fois, pour 7, on a Stitch et Stitch est bien meilleur, donc ça sera malheureusement pas suffisant pour entrer dans les decks, je pense. Et la dernière carte qui est un petit coco lapin en foil, donc ça fait plaisir. Pourquoi pas. Je repose un peu ma voix entre les packs. Hein. Donc, ça on a déjà vu. Jiminy Cricket on a déjà vu. Boonul, on a déjà vu. Je sais plus le nom, la méchante. Virana, on a déjà vu. Cruella, on a déjà vu. Vous avez vu, au bout d'un moment, ça va aller vite. Hein. Jafar, on a déjà vu. Ah, la Cruella Alter, elle est intéressante. La Cruella Alter, elle est vraiment pas dégueu. Parce que déjà, vous avez vu, il y a une Cruella à 2 qui est vraiment bonne de base. Mais en plus, cette Cruella-là, donc pour 5, avec un Alter 3, donc vous jouez la Cruella au 2, au tour 2. Et au tour 3, vous avez votre nouvelle Cruella qui arrive. Le combo est plutôt pas mal. Maintenant, il faudrait décaler un peu la carte parce que là, elle est pile pas au bon endroit. Merci beaucoup. Et en fait, quand elle est envoyée à l'aventure, vous choisissez un personnage adverse qui a moins 2 d'attaque. Donc, vous pouvez le gérer très facilement après. 2 de l'or, 4-3, ne sont pas des mauvaises stats derrière. Mais le fait de pouvoir donner moins 2 à chaque tour à un personnage, c'est quand même assez intéressant. Surtout qu'on a que 3 de vie. Ça permet d'être plus ou moins sûr de rester en vie tout le temps. Isma. Alors, j'aime beaucoup l'illustration, mais malheureusement, c'est Madame de Garde-robe. Sauf qu'on a vu qu'il y avait une Madame de Garde-robe mieux qui s'appelait la Bonne Fée. Donc, bah, elle sera pas jouée. À part pour l'alter, peut-être. La Reine de Cœur, Alter 2. Chaque fois que l'un de vos personnages en défie un autre, vous pouvez piocher une carte. Ça aussi, c'est très très bon. Hein. C'est un Alter pas cher. Donc, vous pouvez la jouer facilement. Et encore une fois, avec Sherkan, si vous vous débrouillez pour faire des decks, vous pouvez facilement défier les personnages adverses. Ça devient très intéressant. Parce que vous piochez beaucoup, vous gagnez beaucoup de l'or. Donc, ça devient très très cool. Lucifer qui va être excellent dans les decks des fausses. Alors, 5 non ancrables, c'est quand même pas négligeable. Et seulement 2-2 de l'or comme ça, c'est pas fou. Mais en fait, l'adversaire doit défausser 2 cartes, sauf s'il défausse une carte action. Donc ça vous permet potentiellement de gérer le fameux tuons la bête ou soyez prête ou des trucs comme ça qui pourraient être très embêtants pour vous. Et si l'adversaire n'en a pas, il défausse 2 cartes, ce qui est immense. Je rappelle que tu m'as oublié, pour 4, fait 2 cartes tout court. Donc bah là, c'est 2 cartes, mais en plus vous mettez une 2-2 de l'or sur le terrain, donc c'est vraiment très très fort. Nous avons la pierre de dragon qu'on a déjà vu. Nous avons le Hercule Alter qu'on a déjà vu en foil, plutôt sympa. Petite rare foil quand même, à noter. On doit être relativement à la moitié. Je pense qu'on est à la moitié. On est parti. Grinchon on a déjà vu, Je suis coincé on a déjà vu. Le monde qui est le mien, on a déjà vu. Ratigan, on a déjà vu. C'est vrai qu'on a beaucoup l'impression de voir les mêmes cartes dans le même ordre, mais en fait, c'est juste que bah, c'est des boosters. Ah, ça, on n'a pas vu par contre encore. Le petit. Non, pardon, pas Basile, lui, on a déjà vu, mais celle d'après. Je sais plus son nom, mais c'est l'espèce de fusée. La roquette. Le dernier canon, qui permet en fait de donner offensive 3 à un personnage en échange de payer 1 et de bannir l'objet. Autant dire que c'est pas fou. D'autres couleurs le font beaucoup mieux pour beaucoup moins cher. Mais là, beaucoup plus efficace. Après, là, l'avantage quand même, c'est que on peut le mettre en jeu et attendre le bon moment pour le claquer. Donc, pour être sûr que sa clochette fonctionne, par exemple, ça peut être sympa. Pacha, on l'avait déjà vu, il me semble, qui a quand même pas mal de vie et tout. Ah ouais. Tiana, on l'avait déjà vu aussi, on avait même dit que c'était pas fou. Deuxième Merlin, le petit deck rebond qui se construit petit à petit, là. Ça devient intéressant. Ah, le prince charmant, la carte favorite de tant de joueurs à Lyon, le plus moche visage du jeu selon certains. Mais en attendant, bah pour 4, 3, 3, 3 de l'or, c'est des super méga bonnes stats. Certes, il part sur un fracassé, comme beaucoup de personnages du jeu, et fracassé va être présent dans la méta.
Mais 3 de l'or pour 4 avec des stats un peu derrière. C'est vraiment très très cool. Je pense qu'il sera joué dans les decks un peu rampe bleu. La flûte de dormeur, on peut gagner un éclat de l'or si vous avez joué une chanson durant votre tour. Pourquoi pas? Le problème c'est qu'il y a un grimoire violet qui fait bien mieux. On n'est pas encore tombé dessus, mais du coup pas assez bon je pense pour être joué. Et un deuxième Arthur foil. On va pouvoir faire des échanges de foil ou les revendre, ça va être sympathique. J'ai tellement de cartes à vendre sur ma carte market de toute façon. Vu que je revends toutes mes foils. Si vous voulez des foils particulières, n'hésitez pas à me contacter. Mais qui fait sa pub en vidéo? Mais faut que je me mette à vendre des trucs sur carte market là, parce que mine de rien, 300 balles à chaque chapitre, il y a un moment, il faut que je récupère un peu d'argent dessus. Alors, une autre Blanche-Neige qui est très intéressante, c'est la Blanche-Neige qui va peut-être être jouée quand vous jouerez pas les 7 nains. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et lui enlever 2 jetons de dégâts. C'est un peu comme un Timon, mais en mieux. Maintenant, si on la joue, je pense que ce sera vraiment surtout pour le potentiel alter de Blanche-Neige qui est vraiment pas mal. Parce que là, celle-là, telle quelle, c'est pas ouf. Le Winnie l'ourson, on l'avait pas encore vu. J'adore cette illustration, elle est magnifique. Je vais essayer de trouver ce tapis, c'est sûr. Maintenant, bon bah pour 5, 5, 5 de l'or, on en a déjà parlé, c'est pas si ouf. Nous avons Félicie, on en a déjà parlé. On a ensuite la Reine de Cœur, on en a déjà parlé. On a, je sais plus, c'est James, je crois, mais on en a déjà parlé aussi, on a déjà vu. Ah, le prince. Prince Navin, je crois. Le prince Navin, bah pour 3, 4, 3, c'est pas des stats inintéressantes. Il y a un objet en gris qui pourrait même en profiter. Maintenant, bah. Il y avait Horace en vert qui était déjà 4-3 pour 3 en crabe et tout avec les mêmes stats. C'est pas joué, donc je pense pas que le prince Navin sera joué particulièrement. Sauf peut-être il y a un jour le deck avec les alters qui fonctionne bien en gris, mais voilà, tel quel, ça me vend pas du rêve. Nous avons un autre nain qu'on avait déjà vu, c'est lequel? C'est prof? Ouais, c'est prof. Meilleur des 7 nains, clairement, de très très loin. Ensuite, nous avons Ludiops, on a déjà vu. Nous avons les soldats cartes, on a déjà vu. Marrant quand même qu'il y en a certains qui soient en unco et d'autres en normal. La clochette du dîner, une des meilleures cartes du chapitre 2. La carte qui fait que rouge va maintenant être jouable avec n'importe quelle couleur parce que ça coûte très cher quand même. 4 non ancrables et ensuite ça coûte 2 pour l'activer. Mais on choisit l'un de ces personnages blessés et on pioche une carte pour chaque jeton dommage sur lui. Ça c'est incroyable évidemment. Énorme outil de pioche pour les decks rouges, c'est très 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 fort. Et nous avons Namari qui, encore une fois, n'est pas très très intéressante. En vrai, c'est pas si mauvais. Pour 4 non ancrables, on a une 3-3 qui peut s'incliner pour bannir un autre personnage en se bannissant. C'est potentiellement un personnage, si vous avez un tâche sur le board, vous pouvez faire du lore avec et bannir un personnage embêtant au moment où vous en avez besoin. Je suis quand même pas très fan de la carte de manière générale. Et la dernière, on a un petit timide en foil. On l'avait pas encore vu timide. Est-ce qu'on peut approcher un peu la carte? Pour 4, 2, 5, 3 de l'or. Mais on doit avoir un autre personnage 7 mains en jeu pour envoyer ce personnage à l'aventure. Mais quand même, les stats sont vraiment très très folles. Et évidemment, dans un deck 7 nains, on aura d'autres 7 nains. Donc très très intéressant. Il y a des choses à faire. Mais ouais, les Namari, vraiment, et les Raya sont pas folles. Hein. La meilleure carte de cet univers, de ce film, c'est clairement Sissou, hein, en légendaire bleu. Nous avons, on l'avait pas encore vu celle-là, tiens, Eudora, un œuf de l'or. Combien de coups on peut descendre un peu la carte? Non, descendre un peu, dans ce sens-là, dans ce sens-là. Voilà, parfait. Pour 5, un œuf de l'or, c'est quand même pas dégueu, on aurait bien mis 3 de l'or, mais 9 points de vie à tomber, c'est une plaie. Heureusement, elle a qu'un d'attaque, donc c'est une plaie qui va juste prendre du temps, mais pas trop gérer vos cartes, sauf si jamais elle commence à avoir des boosts d'attaque, et là, ça devient très compliqué, évidemment. Nous avons le maillet de crochet qu'on avait déjà vu. Fidget, on l'a déjà vu. Nous avons... zut, je vois pas... Ah oui, Flynn Rider, on a déjà vu aussi. Ah, par contre, on n'a pas vu la Jasmine. Petite Jasmine pour 1, qui est une 1-2. Quand vous jouez ce personnage, choisissez un de personnages et on lui retire un jeton de dégâts. C'est grosso merdo un Timon. Voilà. Du coup, bah comme Timon, ce sera pas joué malheureusement. Nous avons ensuite Quadbo, la bête à 4. Ah oui, alors elle est potentiellement intéressante quand même, parce que lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage à qui on met un dégât, donc dans les decks vert-gris qui jouent sur les dégâts, ça va être pas mal potentiellement. Après, elle a des stats pas folles à côté de ça, donc je suis pas forcément un grand fan de la carte. À noter, attends, tu peux remettre la carte près du... J'ai cru voir un truc, mais tu peux la mettre près? C'est un Dreamborn ou c'est... Oui, c'est un Dreamborn, ok, je crois que c'est un Floodborn qui n'avait pas Alter, j'ai bugué. Parce qu'on avait des trucs de ligue où les gens disaient ah peut-être que Floodborn et Alter seraient pas pareil et en fait si bon les champs on l'a déjà vu mais du coup on n'a pas vu de ça donc oh la clochette
sonner la clochette. Ah, j'ai presque envie d'aller jouer un deck dégâts, je commence à voir les cartes qu'il faut là. Mais j'aurais pas les bêtes légendaires, donc ça va coûter beaucoup trop cher. L'arbalète en dragon, on a déjà vu. Oh, le chef Boggs. Chef Bogo, pardon. Mais ça, je crois qu'en anglais c'est Bugs. Chef Bogo, là, chaque fois que vous jouez un personnage floodboard, vous mettez un dégât à chaque personnage adverse. Donc il faut avoir beaucoup de floodboard pour que ce soit rentable. C'est un peu comme clochette en soi. Donc pourquoi pas maintenant, j'ai encore l'impression que les decks avec beaucoup de floodboard, ça va être trop compliqué à mettre en place. Donc je suis pas forcément le plus grand fan. Lucifer, hein, toujours aussi bon, Lucifer, toujours aussi fort, très clairement. Et enfin, la dernière carte, qui est un petit Basile à 2 foils. On a beaucoup de cartes en double qui sont foils, hein. Donc, ok tiers, on va dire. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, c'est qui? C'est Joyeux. Ok, Joyeux, on a déjà vu. Jiminy Cricket, on a déjà vu. Mulan, on a déjà vu. Ça, on a déjà vu aussi, je sais plus ce que c'est. C'est Donald. Ah oui, c'est Donul. C'est le vrai Donul. The original Donul. Basile, pas fou. Perdu dans l'hiver, on a déjà vu, mais c'est très bon. Nana, c'était bof. Pinocchio, c'est dommage qu'on n'a pas eu l'autre d'ailleurs pour l'instant. Pinocchio, c'est pas si fou. Mergotel, mine de rien, plus j'y pense et plus je me dis quand même ça va peut-être remplacer les mini. Hein, Mergotel, à voir. Oh, une autre Alice légendaire! Mais dis donc, on a de la chance sur les légendaires aujourd'hui. Maintenant, on a une autre légendaire derrière encore. Double légendaire dans le booster! Alors ça, c'est stylé de ouf. Mufasa, alors... D'ailleurs, on va même sliver toutes les légendaires, en fait, je me rends compte. Je vais te laisser les sleeves là pour sliver après. Donc, Mufasa sera un joueur intéressant. Pour l'instant, c'est un peu compliqué, je pense, de jouer Mufasa. Parce qu'il faut jouer un deck jaune avec beaucoup de personnages très chers à côté. Et donc, soit jouer de l'acier, soit jouer du bleu, je suis pas très sûr. Lorsque Mufasa est banni, vous pouvez choisir, prendre la carte du dessus de votre deck et la mettre en jeu directement. Si c'est un personnage. Donc du coup, il faut un personnage, donc faut pas que ça rate, sinon c'est très très triste parce que Mufasa n'aura pas fait grand chose avec seulement 3-3 et 2 de l'or. Donc c'est toujours risqué. Après, le mieux évidemment c'est de jouer ça en jaune-violet, parce qu'en violet on a vraiment les moyens de voir ce qu'il y a au-dessus du deck, la carte qu'on va piocher. Mais en violet on n'a pas tant de cartes très très chères, très très efficaces, donc je suis dubitatif. Et un petit Winnie l'ourson de 3 en foil. Lorsque ce personnage, on l'avait déjà vu? Non, on l'avait pas encore vu, hein. 2-3 de l'or. Lorsque le personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez piocher une carte de votre main. Non. Vous pouvez placer une carte de votre main dans l'encre. Ah oui, face cachée. Alors, en gros, c'est pas mauvais parce que ça permet de monter très très vite. D'ailleurs, c'est une rare en plus. Ça permet de monter très très vite, mine de rien, en encre. Et donc de monter très très haut, très rapidement. Pour jouer avec Belle, par exemple, c'est très bon. Mais évidemment, il va falloir beaucoup de pioches derrière. Donc, les fameux decks bleu-gris qui cherchent à monter très très haut en lore pour faire plein de choses. Il y a peut-être un coup à jouer avec Winnie l'ourson pour aller encore plus vite à 10 d'encre et de faire des choses assez incroyables derrière. Mais ouais, au final, les légendaires, j'étais pas sûr de les protéger, mais si on va les protéger quand même. Normalement, on a assez de livres, mais au pire, je peux en choper derrière. Il n'y aura pas de souci. Ok. Moi qui me disais qu'on était un peu short en légendaire, là d'un coup, on en a eu 4. On en a eu 2 sur le même paquet, c'est pas mal. On est déjà rentable en légendaire. Il reste encore quelque chose comme 8 boosters à ouvrir. Donc on est pas mal. Ne bougez pas, on a déjà vu, on avait dit que c'était pas fou. Alors cette réponse-là devient intéressante en fait. Pardon, cette réponse, n'importe quoi, c'est Elsa. Pour 4-3-4 mais offensif 3, donc en fait elle tape à 6 mine de rien. Ça peut devenir pas mal, ça peut devenir la potentielle Elsa aussi à Alter en plus de la Elsa à 3. Donc pour jouer plus d'Elsa, pour être sûr de pouvoir alzer la Elsa à 8, ça peut devenir très intéressant. Moi je pense que ça peut être joué dans certains decks. À voir. Tigrou on a déjà vu. Ah, hypnotisé, très bon hypnotisé. Très très bon hypnotisé. On défausse une carte de la main adverse, puis on en pioche une. Donc évidemment c'est très efficace. Et ça fait beaucoup de choses très cool. Là encore une fois c'est une action qui se rentabilise, mais en plus vous faites peut-être une carte à l'adversaire. C'est Cruel Diablet sont mieux. Coco Lapin on a déjà vu. Foncé on a déjà vu aussi. L'armure de souris, on a déjà vu, on a déjà parlé. Rebondir, on a déjà vu, on a déjà parlé. Hey, hey, décidément, on a déjà parlé. C'est la combien unième pierre de dragon nulle, là, en... non, c'est pas nul, en vrai, c'est pas vrai. Oh, la reine! La reine qui est une super rare. Et la fameuse reine qui va être jouée dans énormément de decks ambre. Et une fameuse reine aussi qui est très très jouable avec Alice. La reine 4-3, alter 2. Donc c'est pour ça que la reine à 1 sera très intéressante. Je suis en train de me lire le fil.
Et la reine, 4-3 donc de l'or. Quand elle part à l'aventure, on met -4 d'attaque à un personnage adverse et +4 à un de ses personnages. Donc on peut faire des trades radicalement efficaces. Donc j'aime beaucoup cette carte. Et surtout, avec Alice légendaire, bah en fait, quand elle part à l'aventure, elle a soutien. Donc ça fait déjà 4 d'attaque de plus pour Alice. Et vous pouvez mettre les 4 d'attaque de la capacité pour Alice. Donc Alice est à 9 avec le moindre autre personnage. Alice monte à 10 d'attaque et donc à 5 de l'or. Et donc c'est super fort. Et l'ombre de Peter Pan en foil, très bonne. Foil pour le coup aussi. Donc l'ombre de Peter Pan qui va avoir insaisissable et charge. Alors charge sert un peu à rien parce que bah, qu'on est 2-3, on va pas charger grand chose au tour 4. Par contre, elle a une capacité qui un jour peut-être rendra les decks, comment dire, certains types de decks très efficaces. Enfin, va créer en fait un deck autour d'elle. Vous donnez insaisissable à tous vos personnages charge. Donc dans les decks verts, dans les decks rouge-violet, avec beaucoup de personnages qui sont soit déjà insaisissables, soit qui ont charge. Genre votre Rafiki qui allait taper le personnage adverse qui reste en vie, qui d'ailleurs va faire 1 de l'or à chaque tour parce qu'il est insaisissable et vous pouvez pas l'attaquer facilement. Il y a peut-être des choses à faire. Le problème de ce genre de deck, c'est que beaucoup de personnages qui ont charge, bah en fait ils sont non ancrables. Et du coup ça fait beaucoup de non ancrables au bout d'un moment. Ok. Ensuite, il reste 5 boosters en comptant celui-là. Donc 6 boosters en comptant celui-là. Ok, très bien. Ah, Porcinet, tiens. Porcinet, pour 3, 2-4, 2 de l'or. Bah, les stats sont pas mauvaises. C'est un peu mieux en soi que 3-3 2 de l'or pour les personnages qui veulent faire 2 de l'or au tour 3. Maintenant, bah, ils sont pas très joués. Je sais pas si ça va être très joué. Ça me ressemble pas assez intéressant pour entrer dans les decks, malheureusement. Mais à l'incurry, on a déjà vu et j'ai déjà dit que c'était pas si ouf. Bonul, pas ouf. Merlin, pas ouf, malheureusement. Pardon, Arthur, pas ouf, malheureusement, mais vraiment très très cool l'illustration. Maître Hibou, on a déjà vu. Ah, j'ai oublié le nom, mais on l'a déjà vu aussi. Simple, on a déjà vu. On a vu le 7 nain, je crois. Hein. Projectile de fortune, on a déjà vu, c'est lancé en anglais. La Raya Unco, qui malheureusement n'est pas assez bonne. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite en rare? On a donc le bébé nuit qui est pas mauvais en soi, on en avait parlé. Oh, et on a Madame Mime. Alors, elle, en deck bones, c'est radicalement efficace. Et d'ailleurs, on a encore une très belle feuille. Madame Mime, pour 3-4-3, elle va remplacer Rafiki ou Sadisuna Rafiki dans beaucoup de decks, si ce n'est pas tous les decks améthystes. Parce qu'en fait, vous devez remonter une carte dans votre main pour pouvoir la jouer efficacement, cette Madame Mime. Sinon, vous devez la bannir, ce qui n'est pas ouf du coup. Mais quand même, pour 3, elle est ancrable, déjà, premièrement. Et en plus de ça, elle est 4-3, donc elle peut gérer plus de personnages différents. Elle a toujours un de l'or derrière, elle peut faire ce qu'elle veut, elle a charge, donc voilà. C'est Rafiki en mieux, sauf qu'il faut avoir un personnage sur le terrain, mais en fait, bah, au tour 1 et 2, vous avez juste à ne pas envoyer votre personnage faire des choses et vous êtes tranquille. Ou encore mieux, tour 2, vous jouez Pinocchio qui fait 3 de l'or, vous l'envoyez à l'aventure au tour 3 et vous le remontez en main avec Madame Mime, comme ça il est tranquille. Et une petite Cruella Unco en foil, très belle carte, j'aime beaucoup le design de ces cartes. Il reste donc 5 boosters. C'est vraiment ça en fait, hein. On passe 1 heure sur les 10 premiers boosters, et après on fait le reste en une demi-heure. Alors, j'ai du mal à voir, c'est réponse, c'est ça? Ok, c'est réponse. Réponse on a déjà vu, Facilier on a déjà vu, Fidget on a déjà vu, Pen on a déjà vu, James on a déjà vu. La bête, du coup, Acier on l'a déjà vu celle-là. Alors, ça on n'a pas encore vu par contre. Choisir son combat. On prend un personnage et il peut défier des personnages encore redressés de l'adversaire. C'est pas une mauvaise capacité, mais c'est non ancrable et ça fait pas piocher. Donc encore une fois, c'est pas si fou. Ça peut sauver la vie, mais le problème c'est que ça va coller à la main pendant tellement longtemps que de manière générale, on va pas aimer l'avoir. Daisy. Oh oui, pour les decks des fausses, trop bien ça. Daisy pour 4, ancrable, 2-3, 2 de l'or. À chaque fois qu'elle part à l'aventure, l'adversaire défausse une carte. C'est super fort. C'est une carte majeure des decks défausse. Ça va vraiment faire rager beaucoup de gens. Mais si en plus vous arrivez à la garder en vie, elle va faire des ravages. Typiquement le genre de carte qui va bien avec le No Nice. Le Big Ben qui va bien avec les decks rouges parce que tous les combattants peuvent faire du lore en s'inclinant. Ça permet de rentabiliser un peu le fait que normalement ils peuvent pas en faire. Donc dans des decks bleu-rouge qui sont très axés sur les combattants rouges, qui cherchent à faire un peu de lore quand même et qui cherchent à vraiment gérer le board, bah ça peut être utile. Ça me paraît un peu trop quand même tiré par les cheveux pour que ça marche si bien que ça. Donc ok, ensuite,
Le fameux dingo qu'on a déjà vu, qui est très très efficace dans certains decks. Deuxième prince Jean, tous les joueurs de Lyon qui se demandent ce que je vais jouer cette semaine. Et perdu dans l'hiver, j'aime beaucoup cette carte aussi, on en a déjà parlé. Et en foil, du coup, c'est cool. Bon, il me faut quelques Daisy en plus, là, et on a un truc, hein. Quelques Daisy, quelques prince Jean, et on a un début de deck, hein. Ça va défausser fort. On n'a pas encore vu Bucky, tiens. La reine 1-1, on en a déjà parlé, carte qui va être jouée parce que la reine, on l'a vu du coup, plutôt rare, vraiment bien. Maniac Crush, on a déjà vu, Dague de Peter Pan, on a déjà vu. Flynn Rider, on a déjà vu. Basile, on a déjà vu. Perdu dans l'hiver, décidément, on en a plein, on a déjà vu. Je crois pas qu'on a vu ce Gaston encore. Gaston pour 3, 3-3, qui a Meloman 5. Alors, le problème, c'est qu'il est en compétition directe avec Ariel. Ariel est une super rare, certes, mais Ariel, pour 3, elle est 2-4, ce qui est relativement équivalent. Elle a Meloman 5, mais elle, surtout, elle va chercher une chanson dans les 4 premières cartes. Et ça change tout. Du coup, ce Gaston, malheureusement, ne sera pas joué, je pense. Bien qu'il puisse chanter des chansons à 5 très rapidement, il va pas les chercher. Contrairement à Ariel, qui est incroyable sur ce plan-là. Le fameux Pinocchio Alter, donc 3-3, écoute ta conscience lorsque vous jouez ce personnage. Vous pouvez choisir un personnage dont ou un objet, soit un objet qui coûte 3 au moins et le remonter dans la main de son propriétaire. Ça peut être intéressant en deck Boons, encore une fois, parce que vous remontez certaines de vos cartes dans vos mains, etc. Maintenant, la telle quelle, c'est pas si fou que ça. 3-3 de l'or derrière comme ça, c'est pas ouf. Et surtout, le seul Pinocchio qui vaut le coup, c'est le Pinocchio qui a 3 de l'or et on n'a pas envie de l'alter pour qu'il ait que 2 de l'or. La reine de cœur, on avait déjà vu. Oh, encore une Madame Mime. Très cool, j'adore vraiment cette carte, elle est très très belle. Oh oui, oui. Oh, j'adore cette carte. La bête légendaire, qui est une carte, encore une fois, ultra forte. Pour 5, 3-5, 2 de l'or, les stats sont pas si folles, mais ce qui est très fort, c'est qu'en fait, cette bête, tant qu'elle n'a pas de dégâts sur elle, vous piochez une carte à chaque début de tour. Et la pioche, c'est la vie. Et si jamais elle est blessée, elle a beaucoup d'attaques, donc vous pouvez l'envoyer sur quelque chose et la sacrifier, ou alors juste l'envoyer faire de l'aventure, si vous avez envie de faire du lore. Et l'adversaire va s'écraser sur une carte qui a quand même 7 d'attaque. Carte extrêmement forte, on va bien la sliver, ça c'est sûr. Et clairement, en River, très très bonne carte. En grit au court, très très bonne carte. En plus, elle s'altère sur les bêtes qui ont des effets d'entrée de jeu. Donc il n'y a aucune raison de pas jouer cette bête. Elle est vraiment trop bien. Et petite carte folle, comment m'as-tu nommé? Mais on l'avait déjà vu. Faut vraiment qu'on voit Basile. J'ai vraiment trop envie de revoir Basile en vrai. Il nous reste 3 boosters. Bon déjà, on est à combien? Attends, je vais recompter le nombre de légendaires, mais je crois qu'on est à... Ouais, c'est ça. 5 légendaires dont une foil. Déjà, on est bien. Grincheux, on avait déjà vu. Merlin Écureuil, on a déjà vu. Félicien, on a déjà vu. Reine de Cœur, on a déjà vu. Oui, lui, on avait déjà vu. Duc Machin, on l'avait déjà vu. Le dernier canon, on l'avait déjà vu. Oh, le prince, intéressant. Très très bonne carte, le prince. Très très bonne carte qui va remplacer Hercule dans beaucoup de decks. Enfin, dans beaucoup de decks. T'es pas très joué Hercule, mais très très bonne carte. Pour 3, on a un perso qui est 1-3, 2 de l'or, résistance 1. Donc en fait, c'est un peu comme s'il était 1-4 en soi. Donc en plus, il est rempart. C'est peut-être le seul rempart qu'on n'a pas envie de jouer incliné. Comme ça, on est sûr qu'il fasse 2 de l'or au moins une fois. Et d'ailleurs, 4 points de vie minimum en rempart, c'est vraiment utile. C'est une très bonne carte. Vraiment, je pense que c'est une carte qui peut rentrer dans des decks. Qui peut être très efficace. Nous avons ensuite Pen. Ah bon, comme ça, on l'aura vu. Pen donc qui est 1-4, mais si jamais il a 5 d'attaque, en fait, il passe à 3 de l'or pour seulement 2. Bien évidemment, avec Pen, c'est ultra fou parce que quand vous jouez Pen, du coup, vous le mettez à 5 et du coup, vous pouvez l'utiliser efficacement. En plus, lui, il est ancrable. Donc en fait, il est juste mieux que Pen. Maintenant, il faut avoir des moyens de booster son attaque efficacement. Par exemple, la fameuse reine en jaune qui booste attaque très très fort. Ou un deck soutien. Le contrat irrévocable, ça, c'est pas mauvais en soi, mais c'est pas si ouf. Pour 4 non ancrables, vous pouvez incliner cette carte et incliner un de vos personnages pour choisir un personnage et l'épuiser. Donc, ça permet d'épuiser des personnages adverses de manière plutôt safe, de plutôt sûre. Et si des personnages qui ont un peu de vie, en fait, ça peut bloquer l'adversaire parce que lui, quand vous aurez l'avantage sur le board et que l'adversaire n'a plus de personnages sur le board, tant que vous avez la main mise sur le board, en fait, vous pouvez incliner votre personnage pour incliner le personnage adverse qui vient d'entrer en jeu et le gérer direct. Donc, c'est très très intéressant. Mais c'est non ancrable, ça coûte cher. Le prince charmant en rare, bof. Ah, Big Ben, ça c'est cool. Big Ben en super rare.
Pour 5 de 5, Big Ben, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il a hors d'atteinte et qu'il donne résistance 1 à tous vos autres personnages. Donc il va les booster un peu, les rendre plus tanky. Il est hors d'atteinte, donc il est difficile à gérer tant que vous faites rien avec. Maintenant, payer aussi cher pour juste donner 1 à tous vos personnages. Certes, ça peut se cumuler sur le board au bout d'un moment, mais lui-même n'a pas de résistance. Il peut se manger toujours des soyez prêts, des trucs comme ça, donc je suis pas forcément ultra fan. Oh, une Isma super rare, décidément il était pas mal ce booster. En foil, Isma. Quand vous jouez ce personnage... Attends, tu peux remettre un peu plus près parce que j'ai du mal à lire le texte parce que le focus se fait pas, voilà. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un autre personnage et le renvoyer dans la pioche de son propriétaire, donc dans le deck. Il mélange sa pioche, puis il pioche 2 cartes. C'est vraiment pas mauvais parce que d'une, c'est de la gestion. Vous pouvez renvoyer un personnage qui retombe dans le deck, donc c'est comme si vous l'avez banni, entre guillemets. L'adversaire pioche 2 cartes, mais bon, ça peut bannir quand même la carte qui fait gagner, donc c'est toujours intéressant. 4-4 de l'or, c'est pas des stats totalement nuls. Mais surtout aussi, vous pouvez renvoyer un de vos propres personnages dans votre deck pour déclencher son effet de sortie. Et derrière, vous pichez 2 cartes, vous pouvez repartir. Donc Isma est très très versatile, très très polyvalente. Et du coup, j'aime pas mal cette carte quand même, c'est une bonne super rare. Et il reste 2 boosters. Bon, est-ce qu'on a une enchantée dans les derniers boosters? C'est la question. Alors, nous avons notre ami... ouais, on a un des nains, on les a tous vus. De toute façon, je suis coincé. Tigrou. Donuld. Metribou. Foncé, pardon, pas je fonce. Ça, on n'a pas encore vu, je crois, si. Alors, pour 3... Ah oui, la chenille, qui est 1-3-3 de l'or. Alors, c'est pas mauvais. Maintenant, à 3, tu es sûr qu'il va s'en massacrer sans autre forme de procès. Mais encore une fois, imaginez en bleu-vert... tous les persos à 3 de l'or qu'on va avoir sur le terrain à chaque tour, ça va monter une vitesse. Il va falloir absolument avoir de quoi les gérer à chaque tour, sinon ça va être horrible. Et les gérer avant qu'ils fassent leur petite partie à l'aventure. Hein. Ça va être vraiment très compliqué à gérer. Encore une fois, fracasser, carte ultra importante du chapitre 2, avec la méta. Ultime combat, c'est pas mauvais, mais c'est moins bien que l'autre événement qui bannit en ambre. Ultime combat permet de bannir un personnage qui a été défié ce tour-ci. Donc vous envoyez un personnage défié, s'il reste en vie, tant mieux, ça tombe bien. En ambre, on a souvent des personnages qui ont beaucoup de points de vie, mais peu d'attaque. Et du coup, vous pouvez le bannir grâce à ça derrière. C'est pas mauvais en soi, mais c'est non ancrable, c'est un peu le gros défaut, et c'est pas chantable. Mini surfeuse, on l'a déjà vu en foil. Carte vraiment pas mal. La flûte, on l'avait déjà vu. Une deuxième clochette du dîner. Décidément, on va avoir des ventes à faire, hein. Et Mère Gothel. Mère Gothel, foil, pourquoi pas. Et le dernier booster. La dernière chance d'avoir une enchantée. La dernière chance d'avoir une Alice enchantée. On a un deuxième display, ça va, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc bah, belle. Enfin, pas belle, pardon. Oui, tout ça on a déjà vu, pardon. Donc, comment m'as-tu trouvé? Gaston. Nick Wild. Non, si, non, c'est pas. Non, c'est Coco Lapin, pardon, je dis n'importe quoi. Le mec qui bannit les objets qui est trop fort. Laurence. Ah, Bucky, on l'avait pas encore vu, parfait. Bucky, je suis en train de l'envisager dans une decklist défausse, évidemment, parce que Bucky, à chaque fois que vous jouez un Floodborn, vous défaussez une carte de la main adverse. Et il est hors d'atteinte, donc il n'est pas facile à gérer pour l'adversaire. Maintenant, un point de vie, le clochette, tourne la bête, etc., évidemment, il y passe. Le vrai problème, c'est qu'il faut avoir beaucoup de Floodborn. Et dans les decks défausses, les plages sont mine de rien assez chères. Les tentatives de monter des decks défausses que j'ai eu pour l'instant, bah, c'est compliqué avec les noms d'ancrables et ce genre de choses là et d'avoir le bon nombre de cartes. Donc Bucky, je sais pas s'il va être tant joué que ça. Malheureusement, même si jamais il est très intéressant. Les noms on les a déjà vus. Chef Bogo, on avait déjà vu aussi. Ah, Lady Tremen. La Lady Tremen qui est un peu classe. J'adore aussi l'illustration de cette carte, elle est vraiment très très jolie. Je me demande si c'est pas la même personne qui a fait la Madame Mime d'ailleurs, tiens, ça pourrait ressembler. Madame de Tremen, donc pour 6, 3, 4, 2 de l'or, je veux bien qu'on monte un peu plus haut la carte. Elle a un alter évidemment pour pouvoir la jouer plus facilement. Et le flou se fait pas, voilà. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire choisit l'un de ses personnages et le bannit. Donc, quand vous la jouez, si l'adversaire n'a plus qu'un seul personnage, il est sûr de devoir le bannir. Si jamais il en a plusieurs, il va devoir choisir celui qui est banni. En soi, c'est un feu de dragon, pas vraiment ciblé, mais en plus, déjà, tu as 3, 4 et 2 de l'or, ce qui est vraiment pas déconnant comme statistique. J'aime plutôt bien cette Madame de Tremen. Maintenant, elle est non ancrable, elle coûte un peu cher, même si elle alter 4. On n'a pas eu de Madame de Tremen pas chère, assez intéressante pour s'intéresser à celle-là, malheureusement.
et un petit Gaston en foil, pourquoi pas. Et donc voilà, résultat des courses, donc on peut un peu étaler les légendaires pour qu'on voit un peu ce qu'on a comme légendaire. Mais on a quand même eu 4 légendaires, dont la Alice Foil, et ça, ça rend très contente une certaine personne à cette table. Nous, on va ouvrir notre deuxième display dans un coin, comme ça vous ne saurez pas tout ce que j'ai, et les gens de Lyon ne sauront pas ce que je vais jouer au tournage jeudi. Mais ils savent en même temps les 3 couleurs que je vais jouer, donc on verra. Mais plein de possibilités à faire. Vraiment des trucs cool. Pas de légendaire verte, pas de légendaire violette, pas de légendaire rouge. Mais quand même les deux Alice, ça c'est vraiment plutôt sympa. La Alice Foil va bien se vendre, potentiellement. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous de notre côté, on va ouvrir notre display un peu dans notre coin. Et on se dit à bientôt dans la semaine. Je sais pas trop quand je sors cette vidéo et quand je vais sortir les autres. Mais on va voir tout ça, on va s'organiser. Il y aura évidemment la quête analyse samedi si tout va bien. N'oubliez pas, dans la vidéo de la quête analyse précédente, de me proposer des cartes en commentaire. Des gens l'ont déjà fait, mais on sait jamais. S'il y a plusieurs personnes qui mettent des pouces ou me proposent la même carte, j'irai plutôt vers cette carte-là. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt. Ciao tout le monde!